Prof dans l'éducation nationale, Caroline déménage à Seattle pour être plus près de l'amour de sa vie. Quand son couple se sépare, plutôt que de sombrer dans la dépression, elle décide de réaliser son rêve, faire le tour du monde. En fait, c'est ce qui m'a aidé un peu à me propulser du fond de la piscine quand je me sentais descendre et dans ma tristesse. C'est que je me suis dit, en fait, un rêve vient de s'éteindre, il va falloir que tu allumes un nouveau rêve. C'est une belle philosophie, ça. Et j'avais ce rêve depuis que j'étais ado, depuis que j'avais 16-17 ans, de faire le tour du monde. Et je me suis dit, en fait, c'est maman. Alors que, comme elle le dit elle-même, elle est quelqu'un d'assez peureux. Et en fait, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez peureux. Et même qu'elle a peur de l'avion. Au départ, déjà, j'avais peur de l'avion. Donc, si tu veux, Avec un pécule de seulement 18 000 $. En gros, j'avais 18 000 €. 18 000 dollars. Dont elle a économisé la majorité en 6 mois en se privant car elle ne veut pas se laisser diriger par ses peurs. Je ne voulais pas que ma vie soit dirigée par mes peurs. Je refuse que ma vie soit dirigée par mes peurs et limitée par mes peurs. Elle part comme une aventurière en laissant ses meubles sur le trottoir. Donc en fait, ça a fini que j'ai laissé tous mes meubles sur le trottoir. D'abord à Montréal, puis au Brésil, alors qu'elle ne parle pas portugais. Você fala português un pouco? Non, alors... non, je parle portugnol, comme ils disent. Ouais, forcément. Avec une philosophie très libre. C'était quoi la journée Alors, typique? comment utiliser mon temps? Non, parce que j'ai jamais envisagé de voyager en utilisant mon temps. J'avais pas forcément envie de rentabiliser, justement. Je voulais surtout pas que voyager, ça soit un travail. C'est-à-dire, moi, je suis pas du genre à étudier le Lonely Planet pendant 15 ans avant, ni à me faire un petit emploi du temps de ma journée détaillé, à mettre mon réveil à 7 h du matin. Déjà, un de mes rêves, c'était de ne plus mettre de réveil. Même s'il lui arrive de nombreuses péripéties, comme vous allez le voir. Et en fait, là, ils me disent, non, vous pouvez pas monter dans l'avion. Elle apprécie tellement l'aventure qu'elle fait du voyage son mode de vie à temps complet pendant des années, avec un budget mensuel léger. Je dépensais à peu près 800 € par mois. Réalisant le rêve de beaucoup qui se laissent pourtant souvent bloquer par des croyances limitantes. Et dans ma tête, je m'en rappelle, je me suis dit, je rêverais de pouvoir voyager 3 ans comme ça, mais avec ce que j'ai de côté, moi, j'y arriverai jamais, quoi. Ce qui lui permet de se révéler à elle-même. J'ai eu vraiment quelque chose de très fort, j'ai eu le sentiment d'accoucher de moi-même. Donc... Comment a-t-elle fait pour accomplir un rêve que beaucoup de gens ont, mais n'osent pas réaliser, alors qu'elle avait un salaire dans la moyenne et qu'elle était très attachée à sa ville et à son mode de vie? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, ainsi que comment vous aussi, vous pouvez réaliser ce rêve qui vous trotte dans la tête. C'est parti! Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Salut Caro. Salut. Écoute, merci d'être venu. Tu t'es déplacé de Normandie exprès pour venir ici dans mon petit Airbnb à Paris. Et d'ailleurs, tu vas en profiter pour aller en Espagne et ça correspond d'ailleurs pas trop mal à ton mode de vie, on va en parler. Déjà, j'aime démarrer en fait les épisodes du podcast par la même question. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie atypique par rapport à la plupart des gens? Alors bizarrement non. Ok, intéressant. Mais quand je rencontre des gens, souvent, on ne trouve pas que ma vie est tout à fait dans la norme. Et pourquoi? Parce que j'ai choisi de passer une vie dans laquelle j'ai beaucoup de temps pour moi et dans laquelle j'ai décidé de vivre mon rêve de voyage et donc j'ai consacré beaucoup de mon temps à voyager. Ce qui me paraît pas forcément extraordinaire au sens où je vis avec des gens aussi qui voyagent autour de moi. Mais quand je reviens en Normandie, comme c'est le cas actuellement, effectivement, ma vie est plus peut-être atypique que d'autres personnes. Donc, tu as décidé de te consacrer au rêve de tes voyages. Là, tu as voyagé vraiment de manière intense pendant 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je dirais au moins 7 ans, ouais. Au moins 7 ans. Alors, tu as démarré comment? Tu étais institutrice, donc dans une école primaire, c'est ça? Ouais. Donc en Normandie? Ouais. Et un jour, tu te réveilles et tu te dis, j'en ai marre, je veux voyager, je me casse, c'est ça? Pas tout à fait. Alors, j'ai effectivement enseigné en Normandie.
J'étais à l'école primaire. Après, donc, je me suis spécialisée, j'ai enseigné au collège, donc dans les classes d'adaptation. Et puis, suite à ça, je suis partie enseigner aux États-Unis. Et j'ai enseigné 3 ans dans une école française aux États-Unis. À des élèves du même âge, donc école primaire ou... À des élèves d'école primaire. Je suis revenue du coup dans un enseignement primaire. Donc tu as enseigné le français à des Américains? J'ai enseigné le français à des Américains, des Français, des Chinois. Et les cours étaient en français en fait? Ouais. C'était pas des cours de français, c'est des cours en français? Donc c'était une école bilingue? Voilà, d'accord. Une école bilingue et une école en immersion. Et c'était où? C'était à Seattle. Ok, d'accord. Exactement, à Bellevue. Donc côte ouest, au nord, exactement. près du Canada, plutôt pluvieux et un peu comme le Québec, mais de l'autre côté, quoi. Exactement, Ouais. de Rainy City, et c'est à 3 heures de Vancouver. Qui est aussi une ville incroyable, paraît-il. Que j'adore aussi, Ouais. pour sa lumière. Enfin, la lumière, il pleut, mais c'est très lumineux, l'environnement, les montagnes, les lacs, l'océan. C'est intéressant parce que du coup, ça c'était avant que tu te mettes à voyager de manière intense, mais Ouais. tous les profs en école primaire français vont pas faire des trucs comme ça aux États-Unis. Comment tu as eu l'opportunité? Comment tu as fait ça? Alors, moi, depuis petite, je voulais être enseignante, depuis toujours, hein, depuis que j'ai 12-13 ans. Par contre, mon rêve, c'était d'enseigner en Afrique. Donc, il y avait déjà le goût du voyage, et j'ai toujours eu ce goût du voyage. Je voyageais déjà un petit peu avant. Et puis, en fait, je ne suis pas allée en Afrique, donc comme je te l'ai dit, je suis arrivée parce que du coup, Seattle, aux c'est États-Unis. Il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un à un moment donné de ma vie qui vivait aux États-Unis. Et donc, j'ai voulu partir enseigner aux États-Unis pour m'en rapprocher. Tu as fait une demande à l'éducation nationale ou tu as dû trouver du boulot sur place? Comment ça marche? Alors, j'ai pas fait de demande à l'éducation nationale. En fait, j'ai démarché les écoles françaises aux États-Unis. Et, par email, j'imagine? Ouais, moi, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai cherché sur Internet la liste des écoles à l'étranger aux États-Unis. Et puis. Mais du coup, cette personne était sur Seattle? Pas du tout. Ah bon? D'accord. Donc, elle était où cette personne? Alors, au départ, elle est à New York. Enfin, elle était à New York. D'accord. Donc, ah oui. Donc Seattle, New York, c'est 15 000 km. C'est la même distance que Paris-New York. Bah oui, tu aurais pu rester en France, en fait. C'est ce qu'il m'a dit à l'époque. Mais en fait, au départ, je n'ai pas postulé à Seattle. J'ai postulé que sur les écoles de la côte Est. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais été reçue à 2 entretiens, à l'école de Washington et l'école de Princeton. Et suite à ces entretiens, on m'avait proposé un contrat à Princeton, donc c'était parfait pour New York en fait, puisque c'est pas très loin. Et finalement, le contrat n'arrivait pas. Et puis, elle m'a annoncé, ce que j'ai compris plus tard, en fait, que la personne qui devait partir et qui avait le poste, finalement, avait conservé son visa aux États-Unis, donc le poste n'était plus libre. Et donc, je me suis retrouvée à ce moment-là sans contrat. Et il se trouve... Il était déjà en partance dans ta tête pour les États-Unis. Et là, on était déjà au mois d'avril, et tout ce qui est mutation au niveau des écoles, ça se passe au mois de janvier, hein, ça ne se passe pas tard dans l'année. Et du coup, en fait, je ne le savais pas, mais cette directrice d'école, avait envoyé mon dossier à l'école de Seattle, qui, eux, avaient fait leurs interviews, mais n'avaient trouvé personne. Et ils m'ont contacté donc fin avril par mail, et en me demandant de faire un entretien téléphonique. Donc, on est resté 2 heures au téléphone. Et puis, à la suite de l'entretien, juste à la fin de l'entretien, elle m'a dit alors c'est oui ou c'est non. Donc, en 2 heures, j'ai dû décider si je partais. Ah ouais, d'accord. Ils t'ont pas laissé le choix, le temps de réfléchir. D'accord. Et donc, tu as dit oui. Et j'ai dit oui. Et tu te retrouves à l'autre bout de ton États-Unis. amoureux. C'est ça. À la même distance que de Paris. Bon, dans le même pays, mais... Mais c'était plus simple. C'était plus simple parce qu'il y a moins de décalage horaire. Vol interne, oui, 3 heures. Déjà, avec 3 heures au lieu de 6 heures. Les vols internes, ça coûte moins cher. Oui, c'est vrai. Vous pouvez vous retrouver au milieu. Pour les vacances scolaires, on pouvait se retrouver au milieu, exactement, alors que le milieu... L'Atlantique, c'est plus compliqué. Il y a les Açores, mais bon... voilà. C'est original, mais c'est plus compliqué. L'Islande. Donc, non, l'un dans l'autre, c'était vraiment bien. Et puis, au-delà de ça, en fait, quand je m'étais posé la question et qu'il m'avait posé la question, moi, j'ai toujours rêvé d'enseigner à l'étranger. Et je me suis dit, en fait, quoi qu'il en soit, quitte à s'attendre... du côté à Paris ou à s'attendre à Seattle, et moi je préfère vivre aussi cette expérience-là. Et j'avais aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours rêvé de parler l'anglais. Et ça a été aussi l'occasion, du coup, pour moi de maîtriser l'anglais et de devenir bilingue, même si ça a été un long parcours. Et là déjà on voit cette démarche d'aventurière que tu as, t'hésites pas à faire des choses qui semblent un petit peu folles. Je veux dire, d'aller à Seattle quand tu as ton amoureux à New York et de tenter des nouveaux trucs. Ok, donc tu restes 3 ans à Seattle, tu reviens en France, c'est ça? Non. Ah.
En fait, cette relation, au bout des 3 ans, s'est arrêtée. Ok. Et je me suis retrouvée donc, en situation de devoir choisir si je postulais pour le visa de résident, puisqu'en fait, on va avec un visa étudiant au départ. En fait, le J1, c'est un visa étudiant qui est sponsorisé par l'école quand on va enseigner en école française. Et en fait, au bout de 3 ans, maintenant c'est passé à 5 ans, on doit faire la demande d'un visa résident. Mais aux États-Unis, ce visa résident, le H1B, c'est un visa qu'on a sur loterie, en fait. Ça dépend du nombre de demandes. Il y a un nombre de visas qui est donné. S'il y a beaucoup de demandes, en fait, forcément, nos chances diminuent. Si on a peu, on a plus de chances. Et cette année-là, moi, j'avais 50% de chances d'être tirée au sort. Et qui dit 50% de chances d'être tiré au sort, dit aussi 50% de chances de ne pas être tiré au sort. N'est-ce pas? Et donc, quand il y a eu cette séparation à laquelle je ne m'attendais pas, je me suis retrouvée à devoir prendre une décision, c'est-à-dire soit je prenais le risque de demander mon visa, de rester à Seattle un petit peu plus et de continuer cette vie que j'aimais bien, mais finalement avec quand même une petite amertume, et j'avais pas envie d'aller chercher à retrouver la vie que j'avais avant, en fait. Ou alors, en fait, c'est ce qui m'a aidé un peu à me propulser du fond de la piscine quand je me sentais descendre et dans ma tristesse, c'est que je me suis dit, en fait, un rêve vient de s'éteindre, il va falloir que tu allumes un nouveau rêve. C'est une belle philosophie, ça. Et j'avais ce rêve depuis que j'étais ado, depuis que j'avais 16-17 ans, de faire le tour du monde, et je me suis dit, en fait, c'est le moment, quoi. Donc, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 35 ans. 35 ans. Et donc, tu te dis, je vais faire le tour du monde. Tu te donnes un délai? Enfin, tu voulais faire ça pendant combien de temps? Alors, en fait, j'avais aucune idée déjà si ça allait me plaire. J'avais aucune idée combien de temps je pourrais tenir avec l'argent que j'allais mettre de côté. Parce qu'en fait, ça, c'est arrivé au mois de janvier, ma séparation. Et là aussi où je devais donner ma réponse pour la démission à l'école, il fallait le faire au mois d'avril. Et donc, en fait, il fallait que je mette de l'argent de côté en 6 mois, en fait. Donc, je ne savais pas combien j'allais mettre. Donc, je n'avais aucune idée de combien de temps durait ce voyage. Et je m'étais dit... En même temps, si ça me plaît pas, tu prends un billet de retour et tu rentres, quoi. Absolument. Donc, dans ma tête, t'avais pas grand-chose à perdre. J'avais rien à perdre. J'ai essayé de le vivre. Parce que en étant prof dans l'éducation nationale, tu as ce qu'on appelle, tu peux revenir pendant un certain temps, c'est ça? C'est ça. Ça s'appelle comment déjà ça? En fait, on a la possibilité d'être en disponibilité dans l'éducation nationale. Et ça dure 10 ans. Hein. Tout le monde a la possibilité, dans un travail ordinaire, de demander une disponibilité. La spécificité de l'éducation nationale, c'est qu'on a 10 ans de disponibilité. Ce qui est énorme. En fait, qui est renouvelable chaque année. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est ce que je dis toujours, il faut savoir prendre des risques mesurés dans la vie, mais aussi avoir un plan B, un plan C, un plan D. Donc là, tu savais que tu avais ce filet de sécurité, et ça t'a peut-être aussi aidé. En même temps, il y en a plein qui ont ce filet de sécurité, qui ont le même rêve que toi, qui ne le font pas. Donc ok, tu te dis, je ne sais pas si ça va me plaire, mais c'est mon rêve, on va tenter, et puis on verra bien. Et donc tu ne savais pas si ça allait durer 1 mois ou 5 ans en fait. J'avais aucune idée. Honnêtement, 5 ans, à cette époque-là, j'y pensais pas. Dans ma tête, c'était 6 mois ou 1 an. D'accord. Et j'adorais surtout ma vie à Seattle. J'adorais ma vie aux États-Unis, l'environnement, que ce soit la dynamique de la vie, le culturel, que ce soit la nature autour, puisqu'à Seattle, tu as la montagne, tu as l'océan. Moi, c'est une ville que je trouvais magique et que je trouve toujours magique, malgré la pluie, alors que je suis quelqu'un qui adore le soleil. Et j'ai décidé de renoncer à ça, mais j'ai toujours en moi cette idée que le meilleur reste à venir. Donc je ne m'arrête jamais à ce que j'ai en me disant j'ai ça à perdre, quoi. Alors tu vas où? C'est quoi ta première destination? Ma première destination, c'était pas super original parce qu'en fait, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez peureux. Ok, on va en parler de ça parce que je ne suis pas entièrement d'accord, mais ok, vas-y. Et du coup, ma première destination, en fait, à l'époque, justement, j'avais cherché un billet pour partir au moment des vacances scolaires. Et j'avais trouvé, je m'en rappelle très bien, un billet qui était à $200. Je me suis dit, c'est pas cher, et qui allait à Montréal. Donc, rien de foufou, quoi. Rien de foufou. Ça parlait français. Tu étais déjà allé ou pas? J'y étais jamais allée. Ok. Et en fait, j'avais projeté d'y aller. C'était en quelle année, ça? C'était en 2013. En 2013. Donc tu y vas? Donc, tu prends juste un billet aller? Je prends juste un billet aller. Tu sais que parfois, à la frontière, ils t'embêtent si tu n'as pas un billet retour?
Alors, dans certains pays, oui, mais à l'époque, je ne savais pas Oui, encore. non, effectivement. Et par Et contre, après, il y a des hacks, mais on en reparlera. Ouais. Et j'ai été vite confrontée à ce souci, d'ailleurs, Ouais. dès mon deuxième vol. Eh ben, on va en parler. Donc, tu arrives à Montréal. Ok. Ouais. Et alors? Alors, à T'es toute Montréal, seule? Non, on est d'accord. ouais, à Montréal, j'étais toute seule, mais comme je te dis, j'avais un peu prévu mes arrières, parce que du coup, j'ai dit que je partais en tour du monde, et quand tu annonces que tu pars en tour du monde, tu as quand même beaucoup de gens qui te connaissent, qui te disent « Ah bah moi, je connais un tel qui habite là, je connais un tel qui habite là, je connais un tel qui habite là ». Et il se trouve qu'à Montréal, du coup, j'étais accueillie par une amie de ma tante, donc qui m'a hébergée, et puis au départ, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Donc moi, c'était les vacances scolaires, j'étais un peu fatiguée. J'étais aussi avec le coup de ma rupture encore, donc j'étais pas dans une dynamique de voyage super joyeuse, heureuse. Je me suis même dit, mais qu'est-ce que tu fais quoi? T'as pas de plan, tu sais pas où tu vas, t'as quitté ton boulot, t'es toute seule. Je venais de quitter mes amis, là où j'avais vécu pendant 3 ans. Faut savoir que... Donc, tu louais un appartement d'ailleurs à Seattle, Ouais. donc tu avais arrêté ça, j'imagine. Ouais, et moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses à la dernière minute. Donc, ouais. Et justement, cette histoire d'appartement, j'avais pas du tout envie de vivre en mode camping pendant 2 mois chez moi. Donc, jusqu'au bout, j'ai gardé mon appartement en me disant, c'est un petit studio, en 3 jours, j'aurai tout remballé et ça va aller. Sauf que j'avais accumulé beaucoup de choses en 3 ans et que ça n'allait pas du tout pour faire 3 jours les bagages comme j'avais prévu, les cartons. Heureusement, j'ai une amie qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Mais j'avais encore tout chez moi, mes meubles, mes cartons, etc. à quelques heures de rendre les clés de l'appartement. Et j'ai un autre ami qui devait venir avec un camion de déménagement donc, pour embarquer tout ça. Le camion est tombé en panne devant l'appartement ce jour-là. Donc en fait, ça a fini que j'ai laissé tous mes meubles sur le trottoir. Ah ouais, donc là, tu as perdu de l'argent aussi. Et donc, j'ai dit à mes amis de venir prendre ce qu'ils voulaient. Et puis, les voisins sont venus servir. Et moi, je suis partie avec, à l'époque, un trop gros sac à dos pour moi, mais je n'avais pas envisagé ça comme ça. Et même une valise à roulettes en plus, parce que je voulais emmener le plus de choses possible. Moi, ça me paraissait rien par rapport à tout ce que je laissais. Et aujourd'hui, ça te paraît trop parce que tu es habitué à... Ah, puis parce que j'ai vite vu que c'était trop, en fait. J'ai vite vu que c'était trop. J'avais pris... Tu mettais des bagages en soute. Ouais. Tu le fais toujours, là? Ça dépend où je voyage, Ok. en fait. Moi, ça fait 10 ans que je mets que des bagages de cabine. De cabine, ouais. Pas 10 ans, 8 ans. Et ça hallucine les gens. Je peux voyager 3 mois avec un bagage de cabine et je leur dis, mais j'utilise cette nouvelle technologie qui s'appelle la machine à laver, je sais pas si tu connais. Ça la fait toujours rire, en fait, mais c'est pas si dur, en fait. Non, et puis c'est clair que quand tu voyages, tu te rends vite compte que tu n'as besoin de pas grand-chose parce que tu as tout sur place, en fait. Absolument. Tout ce qu'on emmène à la base en prévention, parce que moi j'avais beaucoup emmené de au cas où dans ma valise, et finalement tu te rends compte que n'importe où tu arrives, tu as tout, quoi. Tu as des pharmacies, tu as des endroits pour acheter des vêtements si tu as besoin, tu as des endroits, enfin tout ce que tu peux supposément avoir besoin, tu as des supermarchés si tu veux acheter des produits pour te laver, enfin j'en sais rien, mais tout est sur place. Donc en fait ça sert à rien de payer le port pour tout ce que tu as à l'arrivée, quoi. Donc tu te es à Montréal et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais, ça a été un mois assez dur. Tu es resté 1 mois là-bas? Ouais. 1 mois parce qu'en fait... C'était quel mois? je suis partie le 31 juillet, je m'en rappelle très bien. Ok, donc tu étais quand même à la bonne période, il faisait pas moins 25. Non, il y avait les piscines découvertes dans les parcs, ça c'est cool. Et tu t'es fait des amis? Tu as rencontré des gens? En fait, grâce à cette amie de ma tante, elle m'a présenté son entourage, donc elle m'a présenté des personnes qu'elle connaissait. Je suis partie du coup faire des week-ends en camping à la montagne avec des copines. Donc super, donc tu avais quand même une vie sociale et tout ça. Des trucs sympas, ouais. Comment t'occupais ton temps? Alors, comment on passe de quelqu'un qui travaille quand même à temps plein, bon même si j'imagine prof c'est relativement cool, ça dépend. Non, c'était pas si cool. Ok, d'accord. Et alors comment tu passes donc d'un métier pas si cool en termes de temps à maintenant j'ai un temps complètement libre, il faut que je l'occupe? Ça a été justement pour moi, Montréal, je crois que ça a été la transition. C'est-à-dire que ça, je ne l'avais pas du tout anticipé. Et justement, à me retrouver comme ça avec la liberté que j'espérais tant, parce que j'en rêvais de ça, d'avoir tout ce temps pour moi. J'avais justement l'impression avec mon métier que je consacrais toute ma vie à mon travail et que j'avais pas tant de temps que ça pour moi. En tout cas, je suis quelqu'un, peut-être qu'on a besoin peut-être plus que d'autres. On a tous des besoins différents. Et finalement, quand je me suis retrouvée avec tout ce temps libre, j'étais un peu comme au bord d'un gouffre. En fait, je me suis demandé, oui, qu'est-ce qui m'avait pris de prendre cette décision-là? Qu'est-ce que j'allais faire de mes journées? C'est des questions que je me suis posées. Et
Et pour être tout à fait honnête, au début, j'ai même laissé passer beaucoup de temps. Tu vois, j'étais un peu happée par à la fois ma solitude, ma tristesse, ma séparation de cette ville que j'aimais, des gens que j'avais laissés là-bas, même de mon métier, parce que même j'étais attachée à mes élèves, à mes parents d'élèves. Enfin, il y avait tout un tas d'attaches que j'avais créées. Et tout d'un coup, tu laisses tout et tu sais, c'est pas comme quand tu pars de France, enfin de chez toi avec ta famille. Là, tu laisses tout, mais tu ne sais pas si tu vas revoir ces gens, en fait. C'est un pan de ta vie, une page qui se tourne vraiment, quoi. Et concrètement, tu fais quoi de tes journées? Tu te balades? Je suis allée me balader en ville. Je te dis, j'ai rencontré ces personnes qu'on m'a présentées à diverses occasions. Il se trouve que j'avais aussi une amie qui était instite à New York, qui était de passage à Montréal. Donc, par exemple, on s'est vus. Donc, tu l'as rempli avec des rencontres? Ouais, on va dire, j'ai vécu comme si j'avais un appartement dans lequel je vivais et j'explorais plutôt le quartier. Je partais en week-end, donc c'était vraiment sur le temps des week-ends pour faire, comme je te disais, du camping, de la rando, tout ça. Mais ça m'est arrivé aussi beaucoup, même au début, tu vois, de passer des journées à regarder des rediffusions de séries ou de choses comme ça à la télé, parce que j'étais épuisée de mon année scolaire aussi, tout simplement. Donc, j'avais aussi besoin de ce temps-là pour me remettre dans un mouvement qui était différent. Je ne suis pas passée de l'un à l'autre, en fait. Montréal, ça a été un sas. Et donc, tu savais que tu allais rester un mois ou... Non, j'avais rien prévu. Donc au bout d'un mois, tu t'es sentie prête à partir? En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon là, de toute façon, tu tournes un petit peu en rond, tu as vu ce que tu voulais voir. Je savais que ce n'était pas la terre d'exploration pour moi, Montréal. Hein, comme je disais, ça faisait 3 ans que je vivais aux États-Unis. C'est une ville nord-américaine où on parle français, avec une culture quand même francophone. Donc il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà. C'est pas pareil quand on arrive de France un jour à Montréal que quand on a vécu déjà une autre expérience. Et du coup, en tout cas, voilà. Moi, tu as appris à parler québécois un petit peu, les expressions et tout ça. Ça a été un challenge. Ah ouais. Quand je suis partie en week-end, justement, à me retrouver avec des gens qui parlaient québécois, là, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas la même langue. Parce que finalement, quand tu es en discussion, en conversation avec une seule personne, c'est vrai qu'ils font un peu l'effort. Ouais. Ils parlent avec moins d'accent, ils parlent assez lentement finalement. Ils font attention aux expressions spécifiques. Voilà. Ouais. Mais là, quand je me suis retrouvée en camping, au milieu, autour d'un feu un soir, et chacun racontait des choses avec qu'un langage en mode d'expression, je ne comprenais rien. Rien. J'avais même pris un petit carnet et je notais tout. Mais moi, quand la première fois que je suis allé à Montréal, c'est là où j'ai tout de suite commencé à faire mon fichier d'expression. Je peux animer une soirée pendant 1h30 avec ça. C'est impressionnant. Donc, et tous les mots où il y avait un mot pour remplacer un autre, etc. Et je m'en rappelle parce que ça me faisait rire, mais en même temps, je me suis rendu compte à quel point j'arrivais même pas à prendre part à la conversation parce qu'il me fallait vraiment un temps de traduction dans ma tête. La seule chose que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, ils parlent évidemment français, mais avec un mode de pensée américain. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent en français, c'est de la traduction quasiment mot pour mot d'expression américaine. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça, comme ils disent bienvenue quand tu leur dis merci parce que c'est you're welcome, etc. Mais après, bon, c'est comme si tu débarques dans un nouveau milieu qui a son propre vocabulaire technique et tu dois l'apprendre quelque part. C'est pas non plus... Mais je trouvais ça cool, hein, tu sais. C'est génial, moi je trouve ça fascinant à explorer. Ouais. Et puis j'avais rencontré, j'avais une de mes amies à l'époque qui avait travaillé à Seattle, qui était de Montréal aussi, donc je suis restée un petit temps aussi chez elle. Elle te servait d'interprète? D'interprète quand j'ai été avec elle, parce que je suis allée du coup dans sa famille, mais je me rappelle, on avait été à une fête de famille chez elle et elle avait un petit cousin qui m'avait dit « Ah, j'aime bien ton accent, toi, la française !» Donc, comme quoi... Bah oui, c'est sûr. Ouais. C'est toujours relatif. Hein. Ok, donc au bout d'un mois, tu te sens prête à partir. Et alors, comment tu décides où tu vas et... En fait, j'avais des petits jalons. En fait, à Seattle, à l'époque, j'avais mon voisin à Seattle, avec qui je m'entendais bien, on se voyait régulièrement, et qui m'avait dit moi, je pars faire un scholarship au Brésil pour 1 an, donc t'as qu'à venir me voir. C'est quoi un scholarship? C'est-à-dire qu'il faisait 1 an d'études au Brésil. Ok. Et du coup, t'as qu'à venir me voir si tu passes au Brésil. Et en fait, j'ai choisi, après le Canada, d'aller au Brésil. Quelle ville? À Rio. Rio de Janeiro, ah c'est cool ça. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Você fala português un poco? Non, alors non, je parle portugnol comme ils disent. Ouais, forcément. Tu avais appris l'espagnol à l'école et tu... Alors pas tant que ça, j'avais fait 1 an d'espagnol LV3, donc j'avais pas non plus un bagage d'espagnol de dingue.
Mais en tout cas, je comprenais mieux l'espagnol que le portugais. Et puis, Parce que l'anglais au Brésil, ça ne sert pas des masses. Hein. En Amérique du Sud, en général, c'est clair. ils sont un peu réfractaires. Même à Rio, qui est pourtant la ville la plus touristique du Brésil, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Bon, après, j'avais cet ami qui était donc américain, donc il parlait lui l'anglais et qui parlait portugais couramment. Donc, mais c'est là où tu as eu un problème parce que tu n'avais pas de billet de retour. Ouais. Parce qu'il faut le savoir, il y a beaucoup de pays. Alors, en général, c'est les compagnies aériennes qui checkent. Et il y a des hacks pour ça. Il y a notamment un site, il y en a plusieurs, mais il y a un site qui s'appelle Best Travel Onward, un truc comme ça. Travel Onward, et je ne sais plus, ça a changé de nom après. Mais... Ouais, ou Best Flight Onward. Et en fait, vous pouvez réserver un ticket temporaire de retour que vous utilisez pour passer la frontière et après, c'est annulé automatiquement. Sinon, le hack, c'est que vous prenez un billet en business qui est remboursable. Et dès que vous avez passé la frontière, vous l'annulez. Enfin, ça fait partie des règles stupides qui peuvent faire sens d'un point de vue public, mais voilà, qu'on peut hacker en tant qu'individu, parce que moi je suis comme toi, des fois j'arrive dans des pays, je sais pas quand est-ce que je pars. Donc là, tu arrives à la frontière du Brésil, non, c'est même la compagnie aérienne qui te dit on vous laisse pas embarquer si vous n'avez pas le billet de retour. Ouais, ça a été même plus compliqué que ça, parce que en fait, moi je prends mon billet pour le Brésil, hein, donc Montréal, Rio, avec 2 stops aux États-Unis, un premier stop Washington, un deuxième stop à Charlotte. Ah oui, là tu cherchais les vols les moins chers là. Et ouais, de toute façon, j'ai voyagé toujours à chaque fois en faisant des recherches, etc. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais tout ce pécule que tu avais accumulé, c'est parce que tu as un style de vie plutôt minimaliste? Pas du tout. D'accord, ah bon, d'accord, tu dépenses... Quand j'habitais à Seattle, j'étais même la reine du shopping, j'allais manger au resto tout le temps, j'adorais voir les spectacles, j'adorais partir en vacances. Donc non, c'était nos limites. Comment tu as fait pour sauvegarder, pour sauver un peu à partir de janvier, quand j'ai décidé que j'allais avoir ce projet de tour du monde, j'ai commencé à dépenser moins. Donc tu avais 6 mois alors? Ouais. Et on peut savoir quelle somme tu avais de côté pour... Alors déjà, j'avais un tout petit peu de côté sur mon compte aux États-Unis, ce qui ne m'arrivait jamais en France, j'étais tout le temps débiteur. Mais aux États-Unis, j'avais mis de côté tout simplement parce que, en fait, j'avais une assurance maladie qui était plutôt bien couverte pour les États-Unis qu'on avait avec l'école. Mais par exemple, j'avais entendu qu'un des collègues qui était arrivé avait eu l'appendicite, et moi, j'avais jamais eu l'appendicite. Et que ça coûtait l'opération $30 000. Aux États-Unis, ça rigole pas. Voilà. Et du coup, que même si tu étais bien couvert, de ta poche, il restait $4 000 à payer. Donc en fait, j'avais toujours ces $4 000 sur mon compte, au cas où. D'accord. Voilà. Donc j'avais ça. Et après, j'ai mis à peu près 10 000 € de côté en 6 mois, un peu plus de 10 000 € de côté. Donc tu avais 13 000 € dans ces eaux-là. Ouais, et puis en fait, tu sais, quand tu es enseignant, tu es payé, tu as ton salaire. Moi, je suis partie fin juillet et mon salaire de juillet est tombé. Donc après, en gros, j'avais 18 000 €. 18 000 dollars. Et donc tu t'es dit, voilà, ça va me suffire pour quelques mois. Et puis, je savais pas, comme je t'ai dit, je savais pas si ça tiendrait 6 mois ou 1 an. Je me suis dit, En tout cas, tu faisais attention à pas dépenser n'importe comment. Ouais, dans ma tête, forcément, je me suis dit, si j'ai envie que ça dure, je vais économiser là où je peux. Donc je savais que j'avais... te faire héberger si tu peux, voilà. Et je savais que j'avais beaucoup de temps, donc ça c'était extensible. Le temps était extensible, donc ça me dérangeait pas de passer du temps. Voilà. Enfin, ton argent versus ton temps. Ça m'a pas dérangé de faire des vols de 23 heures ou des trucs comme ça, vu que derrière je savais que j'avais de toute façon ça en illimité. Donc là, tu arrives à l'aéroport, là, toute heureuse à Montréal. No problème. Et on te dit... Non, pas de problème à Montréal. Ah, c'est ça qui est c'est aux États-Unis qu'on t'a dit... Je suis arrivée d'ailleurs au premier stop. Premier stop, pas de problème non plus. Et je suis arrivée à mon deuxième stop, donc à Charlotte, avant de partir pour Rio, donc le dernier tronçon. Et c'est là qu'on m'a dit, j'étais devant la salle d'embarquement, en plus j'étais arrivée bien en avance parce qu'il y avait un gros temps de transfert. Et j'aime bien, moi, monter dans les derniers dans l'avion parce que j'aime pas faire la queue. Ah, je te comprends, j'ai fait ça longtemps. Donc, en fait, j'attends que tout le monde rentre et puis je me présente comme une fleur. Bonjour. Voilà. Et en fait, là, ils me disent, non, vous pouvez pas monter dans l'avion. C'est un peu abusé quand même, dans le système, ils auraient pu le détecter avant, quoi. Mais bon. Voilà, c'est ça qui... Il reste littéralement 5 minutes, là, on est d'accord. Il restait un quart d'heure avant le départ du vol. Donc tu as acheté un billet en urgence, c'est ça? Oh là, j'ai pleuré surtout. J'ai pleuré parce qu'en fait, ils étaient 2. Donc, parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas monter au départ. Ils ne m'expliquent pas. Ils m'ont juste dit, tu ne peux pas monter, il y a un problème avec ton billet. Donc, moi, je n'avais pas du tout connaissance de cette histoire à l'époque. De non-possibilité d'aller dans le pays sans billet retour, en fait. Donc je découvrais.
Et parce qu'à l'époque, en 2013, il n'y avait pas plein de blogs, il n'y avait pas plein d'infos, il n'y avait pas... Et donc, je leur dis, qu'est-ce qui se passe avec mon billet? Donc là, ils m'expliquent que la loi fait que je ne peux pas rentrer sur le territoire sans billet retour. Mais en fait, il se trouvait que ça dépend aussi des accords entre les pays. Donc, c'est vrai pour les Américains, c'est pas vrai pour les résidents français. Ah. Donc, je leur spécifie ça. Peut-être parce qu'il y a la Guyane qui a une frontière terrestre, donc tu peux y aller en bus, par exemple. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est surtout des accords... Tu sais d'ailleurs, c'est très peu connu, mais que le pays avec lequel la France a la plus grande frontière terrestre, c'est le Brésil. Ah bon? Ah oui, de fait, avec la Guyane, avec la Guyane, mais la plupart des gens vont dire l'Allemagne ou l'Espagne. J'aurais pas pensé, tu vois, non plus. Mais même ni les Brésiliens ni les Français le savent, c'est rigolo. Hein. Et donc, je tombe un peu dénue. J'essaye de lui expliquer en plus que c'est pas valable par rapport aux Français. Mais toi, tu le savais? Oui, ça, je le savais. Ah, d'accord. Et il me dit, non, mais comme tu viens des États-Unis, nous, ça nous est égal, on prend pas le risque de te faire monter, c'est nous qui payons ton retour s'ils ne te font pas rentrer. Absolument, ouais. Donc, lui, il voulait rien entendre. Donc, je dis, concrètement, ça se passe comment? Enfin, j'essaie de négocier, mais bon, encore une fois, on était à un quart d'heure du départ. Et là, en fait, il dit à son collègue, il prend son talkie-walkie, il dit, vous déchargez de sac. Et là, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, je vais acheter un billet. Il regarde son écran, il me dit, donc, il y a un billet à $3000. Donc, il me sort que des prix comme ça. Donc, le plus bas, c'était $3000. Tu pouvais prendre un billet du genre, tu sais, pour aller à Cayenne, en fait. C'est un truc, tu as des billets à 60 €, je ne sais plus quelle est la ville la plus proche de la Guyane, mais tu peux faire... Ouais, mais à l'époque, j'ai même pas pensé autre chose qu'un billet retour, en fait. Oui, absolument, ouais. Et c'est vrai que, tu vois, ce que tu dis, c'est vachement intéressant, parce que finalement... Tu as même des apps où tu prends des billets de bus, et ça passe. Et ça passe. Et donc, je lui dis, non, parce qu'après, c'était encore... Il a été plus vicieux que ça, je ne sais même pas si c'était vrai, ce qu'il me disait, c'est-à-dire que moi, je lui ai dit, justement, je vais réserver un vol en ligne, tu vois, parce que quand il me disait les prix, je me suis dit, c'est son... Ouais. C'est son réseau là interne, mais sur Internet, je vais trouver autre chose, quoi. Il me dit non, il faut que vous nous présentiez un vol sur papier imprimé. Ouais, peut-être en 2013. Donc je pense qu'il voulait clairement me prendre la tête. Ok. Et du coup, après, quand je me suis mis à pleurer, son collègue est intervenu. Il m'a dit bon, écoute, je vais t'aider. Et il m'a dit par contre, il faut qu'on fasse vite, puisqu'il restait 5 minutes concrètement. Donc on a couru dans tout le terminal, jusqu'au bout du terminal. Là, il s'est mis derrière un bureau. Il m'a fait un billet sur le PC. Il m'a dit, tu as une carte bancaire, donc d'où l'intérêt de voyager avec 2 cartes bancaires. J'avais ma... Il faut même plus que 2. Ouais, mais bon, déjà 2. Si tu as une Visa et une Mastercard, c'est déjà bien. Parce que sinon, tu peux être en galère quand même dans certains pays qui ne prennent pas l'un ou l'autre. Absolument. Et moi, entre autres, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu payer... Parce qu'en fait, donc, il m'a fait un billet, ces fameux billets qu'il m'avait trouvé à $3000, là. Qu'il allait m'imprimer donc, mais il m'a dit en fait je te fais un billet remboursable à 100%, donc c'est peut-être ce que tu disais, peut-être que c'était un billet business, ça, il ne me l'a pas précisé, et il m'a dit dès que tu as passé la frontière et que tu arrives au Brésil, tu téléphones à ce numéro, on te le rembourse. Et juste une parenthèse, mais ça montre bien la stupidité de ces règles, qui sont vraiment bureaucratiques et complètement connes. Ça me rappelle, je fais juste une parenthèse, mais j'avais une copine qui est toujours brésilienne, et on allait au Japon, et elle avait besoin d'un visa pour aller au Japon, il demandait... qu'elle ait tous les hôtels, toutes les nuits d'hôtel réservées à l'avance, alors que nous, on voyage comme toi. C'est ça. Et donc, l'employé de l'ambassade lui a dit, c'est pas compliqué, vous prenez des trucs remboursables et dès que vous avez le visa, vous faites tout rembourser. Non mais c'est au point que les gens qui sont chargés du truc vous le disent. Enfin, ça montre bien la stupidité du truc. Hein. Bref. Mais là, je suis restée jusqu'au bout où, au départ, il ne voulait rien entendre. C'est ça qui m'a mis en stress, en fait. Enfin, parce que moi, j'avais aucune idée. J'ai tombé sur un mec plus sympa, quoi. Et l'autre, je pense qu'il a eu... Je pense qu'un hack, c'est demander à parler au supérieur. Mais bon, en un quart d'heure, c'est pas forcément possible. En un quart d'heure, tu n'as pas tout qui te vient dans la tête non plus. Et puis, c'était le début de mon voyage, tu vois. Je me disais, je suis même pas encore partie. Mais ça coûtait combien, ce vol en business ? Ça coûtait un peu plus de 2000 €. Ouais, donc il fallait avoir confiance en fait que tu pouvais rembourser. Et puis, il fallait avoir l'argent aussi. Tu vois. Et en fait, justement, il y a une de mes 2 cartes avec laquelle j'ai essayé de payer. Je ne sais plus si c'était ma carte française ou ma carte américaine. Et il y en a une qui n'avait pas un grand débit. Tu vois. Donc, ce n'était pas possible de payer avec. Et l'autre marchait. Et l'autre est passé. Et là, ensuite, il m'a imprimé le billet. Je suis revenue en courant. Je suis montée dans l'avion, décollé. Et là, ça, c'était cool. Rio était à toi. Ah mon Dieu. Après tout le trajet, j'ai pensé, j'espère qu'il est vraiment remboursable. Ouais, tu m'étonnes. Et ça a fonctionné. Ouais, j'ai appelé quand je suis arrivée. Et le pire, c'est que c'est toujours les compagnies qui checkent parce qu'à la douane, il n'y a jamais personne qui m'a posé la question. Personne m'a demandé à la douane. Ah non, c'est que les compagnies qui posent la question. Ouais. Donc après, c'est aussi parce que les douanes se disent les compagnies checkent. Et c'est vraiment aléatoire. Hein.
Il y a des fois où moi j'ai toujours mon billet en noir au cas où. Il y a plein de fois où ils te demandent pas alors qu'ils devraient. Non. Mais des fois ils te le demandent. Donc c'est la loterie. Bah, du coup, moi, ça a été ma première expérience, tu vois. C'était juste mon vrai premier vol pour moi, parce que Montréal, c'était on va dire, un petit sas, tu vois, les petites Là, vacances c'était le scolaires. décalage culturel. J'ai dit, ah non, ça va démarrer comme ça, je suis même pas partie, on m'arrête déjà, ça va pas le faire. Et finalement, après, ça y est, je suis arrivée au Brésil. J'avais mon ami qui m'attendait à la sortie de l'avion, donc c'était parfait. Enfin, c'était parfait. Je suis arrivée au Brésil, quoi. Ouais. Et là, Rio, donc... Rio, c'était le début des aventures. Ouais, donc là, tu te sentais mieux déjà, tu savais comment utiliser ton temps. Comment tu faisais alors pour... C'était quoi la journée typique? Comment utiliser mon temps? Non, parce que j'ai jamais envisagé de voyager en utilisant mon temps. J'avais pas forcément envie de rentabiliser, justement. Je voulais surtout pas que voyager, ça soit un travail. C'est-à-dire, moi, je suis pas du genre à étudier le Lonely Planet pendant 15 ans avant, ni à me faire un petit emploi du temps de ma journée détaillé, à mettre mon réveil à 7h du matin. Déjà, un de mes rêves, c'était ne plus mettre de réveil. Ça, c'est... Ouais, d'accord, mais bon, si tu n'as rien à faire de la journée, tu t'ennuies au bout d'un moment. Bah, moi non. D'accord, ok, donc tu étais vraiment en mode on flâne, tranquille, ouais. D'accord. J'aime flâner, j'aime faire des rencontres, j'aime l'imprévu, j'aime laisser... Et ça, c'est quelque chose qui te caractérise beaucoup, on va en reparler, mais tu as vécu des belles aventures grâce à ça. Bah, en fait, j'aime laisser l'espace à ce qu'il arrive quelque chose auquel je ne m'attends pas. Dès qu'on remplit tout son espace, mais c'est vrai même dans une vie ordinaire, hein, dès que tout l'espace est rempli, on n'a pas de place pour l'imprévu. Donc forcément, on sait ce qu'on va faire, c'est rassurant pour les cerveaux comme ça, parce que bon, pour moi c'est angoissant, mais pour certains gens c'est rassurant. Et du coup, moi, si tu veux, en décidant de partir faire le tour du monde, il y avait l'idée de voyager, mais il y avait aussi l'idée de m'offrir mon temps. Et disposer de mon temps, en faire ce que je voulais, vivre au rythme de mon corps, c'était pour moi ma priorité en fait. Pouvoir dormir quand j'avais envie, pour moi c'était hyper important. J'avais l'impression, je suis quelqu'un qui était insomniaque. Du coup, j'essayais toujours de récupérer du sommeil tout le temps quand je travaillais. Là, c'était fini. Je savais que si je dormais pas la nuit, je dormirais le matin. Personne n'allait me prendre la tête, tu vois. Donc, pour moi, après, c'est profiter. T'as vraiment goûté à la liberté totale. C'était le but, en fait. C'était mon but. Alors, c'est enivrant? C'est très enivrant, surtout quand on aime ça. Et là, tu te posais moins la question de « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je me posais encore un peu la question quand je suis arrivée au Brésil. En tout cas, je ne me posais plus la question « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je me disais « Est-ce que j'ai pris la bonne décision ?» Et à l'époque, je m'en rappelle, j'avais comme un besoin de me rassurer sur mes choix, de savoir si j'allais sur le bon chemin. Parce que finalement, moi, mon voyage, c'était un peu un voyage initiatique. C'était je ne le savais pas forcément en amont, mais c'était quand même un peu ça. J'avais besoin de me réparer sentimentalement, j'avais envie de trouver un lieu où j'aurais envie de m'installer à nouveau, j'avais envie de prendre du temps pour moi et me retrouver, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, dans ma vie, il y avait eu cette rupture, mais cette rupture avait ouvert une porte sur bien d'autres choses, quoi. Je me sentais complètement épuisée, je me sentais vidée, j'avais besoin de me nourrir, j'avais besoin de me remplir, en fait. J'avais l'impression d'avoir donné et d'être complètement à sec. Et à ce moment-là, j'avais besoin de me recharger. T'es resté combien de temps au Brésil? Je suis restée 1 mois. Rio? Ouais. Ok. Donc tu t'es dit, je vais rester 1 mois dans les endroits et... Non, je me suis rien dit. Ça s'est fait qu'au bout d'1 mois, je commence à en avoir marre, je suis partie. Alors, t'es allée où? Quand je suis partie, je suis allée après en Argentine. Et t'avais prévu le coup cette fois-ci du billet retour? Je suis allée en bus. Ah oui, d'accord. Mais des fois, d'ailleurs, les billets aller-retour sont moins chers que les billets simples. Donc, il n'y a même pas besoin de s'embêter. Là, j'étais passée en bus et je me demande si j'avais pas pris un autre billet de bus, mais je suis même plus sûre. Donc, l'Argentine, t'es restée 1 mois? Je suis restée 1 mois aussi en Argentine. Alors, par contre, l'Argentine, tu me dis si je me trompe, c'était le premier pays où tu connaissais vraiment personne en arrivant. Tu te trompes. Ok, tu connaissais... Ah d'accord, donc tu avais vraiment ton réseau déjà de... En fait, j'avais ma meilleure amie qui était partie vivre en Argentine. C'est fou quand même. Depuis 4 ans, et on ne s'était pas vu depuis 4 ans. Donc, oui, donc tu choisissais vraiment tes destinations pour aller voir les gens. Non, mais c'était une de mes priorités en partant dans ce voyage, c'était d'aller la voir. Donc à Buenos Aires? Elle était à Buenos Aires. Ok. Ouais. Donc je suis allée la rencontrer là-bas. Et alors 1 mois en Argentine? Et finalement, j'ai fait aussi 1 mois. Je suis allée un petit peu dans le nord à Salta. Et puis après, j'ai quitté l'Argentine en bus en passant par la Cordillère des Andes. Pérou?
Et je suis allée au Chili. Un mois? Un mois. D'accord. Et là, tu connaissais quelqu'un aussi? Et ben en fait là, j'ai retrouvé mon père qui venait c'est fou. que j'avais pas vu depuis longtemps et qui voulait faire un bout de voyage, donc on a passé un moment ensemble. Mais donc du coup, Caro, ce voyage autour du monde, il a duré combien de temps? Ce voyage autour du monde ne s'est pas arrêté pendant plusieurs années finalement. C'est dingue ça. Ouais. Et donc, c'était quoi ton budget mensuel à peu près? Tu dépensais combien? Je dépensais un petit peu moins Je dépensais à peu près 800 € par mois. Ok. 800 000 Ouais, ce qui est très raisonnable, ce qui fait que comme tu avais 18 000 €, tu pouvais tenir... assez longtemps, ouais. Mais je ne le savais pas en fait. Quasiment 2 ans, quoi. Ouais. Tu savais pas quoi? En fait, au début, je calculais pas vraiment combien je dépensais. En fait, j'ai jamais noté combien je dépensais. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec ma tête. Je savais à peu près combien j'avais retiré. Voilà, bon, je calculais à la louche en fait. Donc, je savais qu'au début, de toute façon, j'avais assez. Et c'est vrai que par contre, je me rappelle quand j'étais à Montréal au début, j'étais partie visiter la ville de Québec et j'avais rencontré une Australienne dans une auberge jeunesse qui, elle, voyageait depuis 3 ans et j'appelais son voyage un voyage en étoile parce qu'elle n'avait même pas un circuit dans l'ordre, elle allait dans tous les sens. Et je lui avais dit, mais tu dois dépenser des fortunes à aller dans tous les sens et puis tu voyages depuis 3 ans, mais tu as mis combien de côté? Donc elle avait mis beaucoup de côté, elle avait mis 70 000 €. Elle était ingénieure, enfin bon, elle avait prévu ça, ce temps. Et dans ma tête, je m'en rappelle, je m'étais dit, je rêverais de pouvoir voyager 3 ans comme ça, mais avec ce que j'ai de côté, moi, j'y arriverai jamais, quoi. Et au final, tu as réussi. Et au final, ça s'est réalisé, ouais. Et toi, ça c'est dingue parce que les gens, la plupart des gens sont tellement persuadés qu'il faut énormément d'argent pour voyager, pendant plusieurs mois, alors qu'en fait, on peut se débrouiller. Donc, quand tu as arrêté de te faire héberger, donc c'est quand tu es allé au Chili, si j'ai bien compris. Ouais. Donc c'est ton père peut-être qui payait certains trucs. Au début, ouais, mais j'ai payé un petit peu, mais c'était lui qui payait la grosse partie. Après, tu es allé en auberge de jeunesse alors? Après, j'étais... non, juste après, j'ai pas été en auberge de jeunesse, j'étais en couchsurfing. Ok, oui. Dans le nord du Chili. Aussi, ouais. Donc tu faisais héberger. Ouais. Alors, il y a quelque chose dont il faut parler parce que je pense qu'il y a pas mal de téléspectatrices, si on peut dire ça pour les chaînes YouTube, qui se demandent, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent voyager seuls, mais en plus les femmes peuvent avoir un peu plus peur aussi. Toi, tu t'es posé la question par rapport à ça ou ça faisait pas partie de l'équation? Si, comme je te disais, je suis quelqu'un d'assez peureux dans ma vie. Oui, mais alors c'est ça qui est dingue parce que franchement, je pense que là, les gens qui sont en train d'écouter, ils se disent mais comment ça, elle est peureuse, elle fait des trucs que plein de gens rêvent de faire et que peu de gens osent en fait. Ouais, mais en fait, c'est pareil, ça c'est une décision que j'ai prise avec moi-même en fait. Je ne voulais pas que ma vie soit dirigée par mes peurs. Je refuse que ma vie soit dirigée par mes peurs et limitée par mes peurs. Donc j'ai beaucoup de peurs, mais j'y vais. Et jusqu'à la preuve du contraire, je ne me mets pas en danger. C'est-à-dire que comme j'ai des peurs forcément, tu vois, j'avais balisé mon chemin au début. Et en fait, au fur et à mesure... je parlais pas espagnol, mais au fur et à mesure, je parlais un peu mieux espagnol. Je me suis accoutumée à l'ambiance locale, au pays. Bon, en plus, franchement, Brésil, j'ai eu des aventures chamaniques et compagnie auxquelles je ne m'attendais pas. Tu as testé l'ayahuasca? Aussi, l'ayahuasca. Je ne sais pas si tu connais Ubanda aussi. C'est des chamans qui sont... Ça t'a ouvert tes chakras, tout ça? Moi, j'étais pas du tout au fait de tout ça à l'époque. Maintenant, bien plus. Mais je suis arrivée un petit peu là-dedans par hasard. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça allait provoquer en moi, chez moi. J'étais très surprise. Et effectivement, comme tu dis, on peut dire que ça ouvre tes chakras. Mais ouais, ça... En tout cas... Ça ouvre tes horizons, quoi. Ouais, ça m'a ouvert des horizons. Ça m'a aussi... à la fois donné confiance et à la fois, encore une fois, ça a suscité de la peur aussi. Parce que bon... je me suis retrouvée à faire des choses que j'avais dit que je ne ferais jamais, comme marcher seule la nuit à Rio, comme ça je m'étais dit je le ferais pas. C'est une des villes les plus dangereuses du monde, il faut quand même se rendre compte. Hein. Et je m'étais dit je le ferais pas. Et puis finalement, l'ami chez qui je vivais, après voilà, je suis partie effectivement la nuit pour aller à l'époque, c'était une cérémonie au Banda. Et il n'était pas là, donc j'avais dû y aller seule ce soir-là, mais je suis partie avec, j'avais un t-shirt blanc, un jean, pas de sac à main, pas de bijoux. Oui. Aucun signe de richesse à Rio. Aucun signe sur moi, j'avais strictement rien, les cheveux attachés, je me suis pas apprêtée, je veux dire, c'était vraiment, quand je dis en même temps, je jalonne, oui,
je vais pas chercher non plus à me mettre dans des situations. Ça Quand veut pas même, dire qu'il va rien les arriver. carioca, c'est ce qu'ils font. Hein. Donc, c'est-à-dire les habitants de Rio. J'ai un ami carioca qui me dit en plus, il faut avoir l'air aware. Tu vois, il me dit parce qu'ils vont toujours préférer une cible qui a l'air un peu perdue, touriste, que quelqu'un qui fait attention. Et je connaissais exactement mon chemin. Je savais Ok. où j'allais, c'est-à-dire que je connaissais exactement mon parcours puisque je l'avais fait quelques jours avant. Donc j'étais pas du tout en train de flâner. Et ça n'est passé tu vois. finalement. Non, oui, c'est strictement. Et ça, c'est rien passé. intéressant parce que les gens ont souvent aussi un peu cette peur. Moi, je suis allé au Brésil plein de fois, c'est un des pays les plus dangereux du monde et les stats le montrent. Moi, il m'est jamais rien arrivé. Je me suis jamais senti en insécurité. Donc, bon, faut relativiser, quoi. Ça reste toujours quand même assez minoritaire comme situation. Ça peut arriver, mais Ouais, après, c'est pas ça qui doit empêcher puis un ça voyage. dépend. Faut savoir aussi où on va. Par exemple, mon ami, lui, travaillait dans une favela. Il travaillait avec Ah, carrément, des ouais. enfants défavorisés. Il m'avait pas dit ça comme ça. Il m'a dit, est-ce que tu veux venir voir où je travaille? Je lui avais dit ouais. Et du coup, je me suis retrouvée dans un bus qui partait loin. Je me suis dit, on va où exactement? Et en fait, tout le long du chemin, il commence à m'expliquer où on va, dans la favela la plus dangereuse de Rio. Ok. Et l'association, elle est à la limite de la favela. Là, on n'a pas le droit d'aller parce qu'après, il y a des coups de feu, tout ça, machin. Enfin, bon, bref. Je dis, ok, donc c'est cool. Enfin, bon, c'était cool, c'était un travail avec les enfants, donc ça m'intéressait. Et puis, en fait, c'était une chouette expérience. Du coup, on s'est quand même retrouvés à traverser cette favela à pied, hein, encore une fois. Après, avec une femme de l'association, donc ils ont leur badge autour du cou, mais on s'est retrouvés, on nous a ouvert les portes, on est rentré dans les maisons, dans les familles. Lui, il prenait des photos, c'était un photographe. Et c'était assez impressionnant ce qui peut se cacher derrière ces petites maisons, des fois avec les fils de barbelés à l'extérieur, qui sont toutes petites en façade, hyper grandes des fois dehors, des fois toutes petites aussi, parce qu'il y avait différents types de familles, donc plus miséreuses les unes ou d'autres plus riches. Mais en tout cas, aller dans une favela, je l'avais mis aussi sur ma liste à ne pas faire, et ça j'ai dû le faire le deuxième jour. Donc voilà. Et donc tout ça, ça t'a fait relativiser un peu ta peur et Ouais. En fait, finalement, je me suis confrontée à mes peurs dès le début. En ayant cet ami qui était là aussi, donc qui lui me transmettait son expérience, parce que par exemple, lui, l'ayahuasca, en fait, il le faisait avec l'église du Santo Daime, donc c'était dans un cadre religieux. Ok. Moi, je n'étais pas du tout au fait, mais je suis très curieuse. Peut-être rapidement pour les gens qui ne connaissent pas l'ayahuasca, donc c'est une drogue psychédélique, mais qui est utilisée traditionnellement au Brésil depuis des centaines, peut-être même des milliers d'années. C'était déjà utilisé quand les Européens sont arrivés. Je crois que c'est légal au Brésil parce que c'est dans un cadre religieux justement. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui disent que quand ils en ont pris, ça leur a vraiment ouvert des portes. Ça a été ton cas? Je ne sais pas si tu veux en parler. Si, je peux en parler un petit peu, pas non plus, je ne vais pas déballer dessus, mais en tout cas, alors moi, je ne l'ai jamais perçu comme une drogue, et c'est pas comme ça qu'on me l'a présenté. On m'avait présenté une cérémonie. D'ailleurs, tu as une entrevue avec une personne pour savoir si tu peux y participer, parce que c'est un cadre privé. Donc moi, le monsieur qui m'a fait l'entretien, c'est un monsieur qui avait 80 ans. Il parlait anglais? Non, il parlait portugais, mais en fait, j'avais mon ami qui faisait la traduction. D'accord. Et si tu veux, il y avait justement, quand je suis arrivée après, le jour de la cérémonie, c'était vraiment plus comme une église. Les gens étaient habillés en bleu marine et blanc, la petite chemise, il y avait des chants. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils faisaient pour tenir avec l'ayahuasca, à jouer de la guitare et à chanter debout, parce que moi, première prise, j'étais finie. Il fallait que j'aille m'allonger dans un lit. Donc, mais tu as des gens qui te prennent en charge, c'est organisé, tu as des pièces aussi. Et puis, justement, il m'avait demandé comment je réagissais aux médicaments, etc., pour savoir comment mon corps réagissait. Donc, moi, il m'avait servi une demi-dose au départ. Et en fait, il communie avec l'ayahuasca. Et l'ayahuasca, en fait, c'est une racine mélangée à une autre plante d'Amérique du Sud. C'est deux plantes mélangées. Et pour eux, ça donne, en fait, parce qu'après, ça donne des messages, en fait, concernant la communauté, concernant ta vie. C'est une plante de vision pour eux, en fait. Et c'est aussi, ils disent que c'est grâce Après, je suis allée en forêt amazonienne et tu as des chamans qui expliquaient que c'est aussi grâce à l'ayahuasca, par exemple, qu'ils ont découvert des médecines traditionnelles. Tu vois, quelle plante on va prendre pour soigner ça? Ils disent que c'est l'ayahuasca qui leur a donné ces réponses-là et ces visions-là. Donc, moi, en fait, j'ai eu une expérience très douce, parce que tu peux voir des choses qui sont très dures. On dit que tu perçois le fond de ton âme ou le fond de ton inconscient. Voilà. Donc moi, j'ai eu des choses très douces et ça m'a beaucoup, cette expérience par rapport à mes visions, par rapport à ce que j'ai vécu,
j'ai eu vraiment quelque chose de très fort. Hein. J'ai eu le sentiment d'accoucher de moi-même. Donc c'était vraiment physiquement aussi. C'était une vraie expérience spirituelle. Physiquement aussi. Hein. J'ai beaucoup pleuré, je riais en même temps. Enfin, c'était très spirituel. Il faut savoir que la cérémonie, ça dure 8 heures. Mais quand tu sors, parce qu'en fait, tu n'as aucune conscience du temps. Et en fait, quand la musique s'arrête à la fin de la cérémonie, tu reviens à toi. C'est automatique. Ah oui, et tu sens bien directement. Ouais. Alors que moi j'étais allongée dans un lit. T'as de la chance parce que beaucoup de gens prennent de l'ayahuasca sans ce cadre finalement qui a été raffiné quand même au fil des siècles. Là, t'es arrivé dans le truc traditionnel. Ouais, et puis là c'était, voilà, je te dis, c'était pas du tout un truc à touristes. Hein. C'était. Et du coup, et tu vois, même justement, ils vont communier 3 fois dans la cérémonie. Et moi, j'avais déjà des tremblements, etc. Donc ils sont venus me voir, ils m'ont dit ah non, tu restes allongée. Donc t'as une demi-dose, c'était tranquille. Voilà, okay. Non, c'est bien encadré. Et quand je suis sortie, c'est vrai que je me sentais vachement apaisée par rapport à mon projet de voyage. En fait, toutes ces questions que je me posais avant, en fait, j'ai eu ce message que j'étais sur le bon chemin. Donc, ça m'a apaisée. J'ai eu ce message que je cherchais, en fait. Tu sais que c'est intéressant parce que là, il y a de plus en plus de recherches, notamment aux États-Unis, qui montrent que tout ce qui est psychédélique, notamment là, ils s'intéressent beaucoup aux champignons, c'est bien plus efficace que le Prozac pour traiter les dépressions. Qu'il y a des études qui montrent que prendre des champignons, ils ont plus étudié les champis que l'ayahuasca, mais en tout cas, il y a des effets relativement proches. Que en fait, ça permet. Les gens qui ont pris des champignons se sentent plus connectés aux autres, alors que normalement, ça se voit même des années après. Alors que normalement, c'est une caractéristique qui reste figée dans les tests psychologiques. Et là, ça bouge. Et ça serait intéressant de voir ce que ça donne l'ayahuasca quand ça sera étudié un peu plus en détail. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Moi, j'en ai jamais pris. Ils disent que c'est la plante de la révélation. Mais après, moi, mon bémol, je vais être complètement transparente là-dessus. Vas-y. C'est la purge. Au départ, quand il m'en a parlé, alors ça peut être aussi une purge. Moi, c'était mon anxiété, parce que moi, tout ce qui est vomi. Oui, parce que donc faut le savoir, l'ayahuasca c'est connu, on se vide un peu pas de tous les côtés. De tous les côtés, voilà. Donc moi, c'était un peu mon angoisse. C'est le gros inconvénient. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils t'allongent. Donc, tu as une pièce aussi où les gens, justement, vont pouvoir aller vomir, etc. Moi, j'avais très, très soif. J'étais à 2 doigts de ramper par terre. Enfin, vraiment, on m'a guidée après. Et comme ça, et c'est pour ça que je te dis, je sais pas comment les autres pouvaient jouer de la musique et chanter des chants pendant que toi, tu es en train d'agoniser, tu vois. Enfin, c'est un peu spécial. Mais par contre, c'est vrai qu'avant de faire cette expérience-là, j'ai quand même beaucoup réfléchi. En moins de quelques mois, on avait déjà parlé 3 fois. J'avais été en voyage avant à Porto Rico. On m'avait proposé aussi de faire l'ayahuasca. J'avais dit non, j'avais cherché sur Google et j'étais pas du tout rassurée de ce que j'avais lu. Et là, j'hésitais aussi. Et en fait, c'est parce que j'étais avec cet ami. Lui, il avait essayé d'expérimenter plusieurs fois. Il m'a emmenée dans ce cadre, ce qui m'a rassurée quand j'ai vu les personnes, qu'il y avait des femmes enceintes, c'est des familles. Des femmes enceintes peuvent prendre ça? Je ne sais pas si elles peuvent prendre, mais là, dans ce cadre-là, en tout cas, c'était une église, quoi. Donc, tu avais vraiment tout le monde, quoi. Et c'est pas du tout un truc, justement, pour aller faire une expérience psychédélique. Hein. C'était pas du tout le délire, parce que moi, je suis pas du tout branchée... drogue, etc. Donc, Oui, en fait, quand on dit drogue, c'est très réducteur. Oui, c'est pas de l'héroïne ou de la coke. Là, on dit drogue psychédélique, mais on devrait trouver un autre terme, en fait. Substance, peut-être. Mais du coup, c'est vrai que moi, dans ma tête, il y avait un côté, encore une fois, qui me faisait peur. Et mon ami m'a dit, écoute, tu fais ou tu fais pas, tu fais comme tu veux. Voilà, moi, je pratique ça. Si tu as envie de venir avec moi, tu viens. Et puis, bon... Encore une fois, ma curiosité m'a amenée à aller jusqu'au bout de l'expérience. Et parce que, comme j'en avais entendu parler 2 fois avant, à chaque fois j'entends parler 3 fois de quelque chose, je me dis, c'est un signe. Donc voilà, je suis allée tester. Et tu en es sorti grandi donc? En tout cas, ça, comme tu disais, ça m'a ouvert des portes de réflexion, ouais. Et je me suis sentie surtout rassurée. Et donc, du coup, tu avais moins peur? Ouais. Et tu t'es dit, embrassons l'aventure encore plus? C'était un peu ça. C'était Écoute, en tout cas, truc, quoi. Tu dis que tu étais peureuse, mais tu as fait quelque chose que peu de peureux font, c'est-à-dire ne pas te laisser arrêter par la peur. Ce que tu disais, tu t'es confronté aux peurs très vite. Sinon, ta vie est réduite. Hein. Non, mais exactement. Donc, retenez ça. On peut ressentir la peur et même de manière forte, comme ça a été le cas de Caroline, mais c'est juste se dire, c'est juste un signal parmi d'autres, je vais avoir peur et le faire quand même. Et c'est ça qui permet de réduire la peur. Et là, dans ton cas, c'est génial parce que ça a été vraiment un voyage aussi initiatique où tu as découvert des nouveaux horizons et ça t'a permis de te dépasser. Ouais. Faut savoir que moi, au départ, déjà, j'avais peur de l'avion. Donc, si tu veux, à partir de là, c'était déjà... si je m'arrêtais à mes peurs, je veux dire, je faisais rien. Enfin, on va pas se mentir. Mais par exemple, j'avais fait le choix à l'époque...
Bah oui, comme j'avais peur de l'avion, il fallait que je trouve une solution. Donc j'avais quand même une petite plaquette d'anxiolytique et je savais si j'étais prise une peur panique en vol, je pouvais prendre un anxiolytique. Voilà. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir faire ça, mais moi c'était ma solution pour vivre ce que j'avais envie de vivre. Et puis au fur et à mesure, bah, plus tu fais quelque chose, moins tu as peur. Et cette angoisse de l'avion, elle me revient parfois, mais c'est très rare en fait, parce que c'est passé avec le temps. Donc, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire tous les pays que tu as fait. Donc rapidement, sur la première année, après le Chili, tu as fait quoi? Alors bah, finalement, mon projet initial, c'était d'aller du Chili à l'île de Pâques. Je rêvais d'aller à l'île de Pâques. Et puis, bah, comme en voyage, tu fais des rencontres. J'ai changé mon parcours. Ok. Donc après le Chili, je suis allée en Bolivie. Et puis après, je suis remontée. J'ai fait le Pérou, l'Équateur. Et j'ai fini mon voyage en Équateur. Alors, fini, donc ça veut dire que c'était au bout de combien de temps? J'ai fini mon voyage en Amérique du Sud. Ah, oui, ok. Et ça, c'était au bout de combien de temps? 6 mois. 6 mois. Et alors, là, tu t'es dit, il faut que je change de continent? Alors non, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donné rendez-vous à ma cousine aux vacances scolaires de février à Bali. Oh. Donc en fait, il était temps pour moi de partir à Bali. Parce que donc, quand tu dis que tu as un budget de 800 € par mois, ça inclut les vols, on est d'accord? Ouais, en fait, j'ai dépensé 10 000 € tout compris. Sur quoi? Sur un an. Sur un an. Jour pour jour. D'accord. Ouais, donc, et là, par exemple, un vol de l'Équateur à Bali, c'est quand même cher, non? Ouais, c'était mon plus cher. D'accord. Mais donc il a fallu vraiment que je trouve le plus économique possible. Ouais. Donc je suis repassée par donc, les États-Unis. Par Tokyo. Non, puis je suis après, repassée par les États-Unis. D'accord. Je suis repassée par Los Angeles. Et Los Angeles, je suis allée en Asie. Et à aucun moment dans ce voyage, tu n'as fait d'action pour gagner de l'argent, des petits boulots, des trucs comme ça? Non. Ah, ok, tant que j'avais de l'argent, je n'ai pas cherché à en gagner. Et donc je me suis dit, quand j'aurai plus d'argent, je reprendrai mon travail. Donc au bout d'un an, tu as dépensé 10 000 €, donc il t'en reste 8 000, on est d'accord? Ouais. Donc tu continues? Ça a duré combien de temps donc avant que tu c'est là que j'ai dit je d'argent? continue. Ouais. Bah, en fait, ça n'a pas duré parce que très vite, je me suis rendu compte que j'adorais ce mode de vie. Et donc, j'ai cherché une solution pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. Et au bout de 6 mois à peu près, puisque c'était en février 2014, donc je suis partie en août 2013, j'ai réalisé en février 2014 que j'avais terminé de payer le prêt d'un studio que j'avais acheté quand j'étais étudiante à 18 ans. Et donc j'ai décidé de vendre ce studio pour utiliser l'argent et continuer à voyager. Et tu voulais pas utiliser le loyer tout simplement pour... Eh ben en fait, le loyer me dégageait pas assez d'argent. D'accord. En fait, avec le loyer, je devais toucher à peu près un peu moins de 400 € par mois, sachant qu'il y a les charges à payer. Donc en gros, tu vois, il te reste quoi, 150 €. J'aurais jamais pu vivre un mois avec. Non. Alors que là, ça me dégageait une somme qui me permettait de vivre plusieurs années avec. Alors parlons de ça, parce que c'est pas tous les jours que tu vois des étudiants de 18 ans qui achètent un studio. Pourquoi tu as eu cette démarche? Je viens d'une famille où mes 2 parents travaillent à la banque et que mon père ne voit pas l'intérêt de perdre de l'argent dans des loyers plutôt que mettre de l'argent dans un prêt qui coûte le même prix pour être propriétaire à la fin. Et donc là, il t'a donné un très bon conseil. Ouais. Parce que tu as payé grosso modo le même prix que si tu avais eu un Bah loyer, oui, parce que tu as le droit, alors c'est pas l'APL, mais tu as une autre aide quand tu es propriétaire. Et l'un dans l'autre, tu as la même dépense que si tu avais un prêt, que si tu avais un loyer en fait. Donc au bout de 15 ans, il était remboursé. Ouais. Tu l'as vendu combien du coup? Je l'ai vendu 50 000, après il y avait des frais de notaire, ou 60, je ne sais plus. Enfin, il m'est revenu à peu près entre peut-être un peu moins de 50 000 €. Ok, donc là tu avais de quoi faire des années. Enfin 5 ans quoi, Au moins 5 ans. à 10 000 € par an. Voilà. Et du coup, c'était pas... Enfin 10 000 € par an, on se dit que tu es quand même pas toujours dans le plus grand confort. Non, parce que j'ai fait, comme tu l'as dit, j'ai fait... Tu as démarré ça à 35 ans, donc beaucoup d'auberges jeunesse, beaucoup de couchsurfing. Faire des auberges de jeunesse à 35 ans, ça va? C'est pas trop... Il n'y a pas un décalage? Alors, il y a de tout. D'accord. J'ai rencontré aussi des personnes de 60 ans qui sont à la retraite et qui décident de partir voyager. J'ai rencontré des jeunes, ça m'est arrivé de passer des journées avec des gens qui avaient 19-20 ans. En fait, le truc, c'est qu'en voyage, on rencontre des gens qui ont les mêmes passions que soi. Donc là, j'interviens pas forcément parce qu'on a tous envie plus ou moins de découvrir en tout cas les mêmes choses et on a une démarche qui est sensiblement la même. Par contre, au bout d'un moment, forcément, on va pas se retrouver sur tout non plus, mais on passe pas... on passe pas 24 heures sur 24 ensemble. En voyage, des fois, on passe 24 heures sur 24 avec des gens qu'on rencontre. Ça m'est d'ailleurs arrivé de rester avec des gens pendant quelques temps et de suivre un parcours pendant quelques temps.
Mais c'est vrai que la première année, évidemment, c'est l'aventure, la découverte, tu vis ta meilleure vie. Enfin, moi, c'était la meilleure année de ma vie. Hein. C'était vraiment la réalisation aussi de ce rêve, quoi. Et tout est nouveau. Au fur et à mesure que tu voyages, la nouveauté, tu en as quand même de moins en moins. Il faut aller la chercher, il faut aller dans d'autres pays, il faut aller... c'est plus ponctuel, on va dire. Et voyager devient ta routine. C'est dur à dire, mais c'est un peu ça, quoi. Je comprends. Et du coup, forcément... Et ça, les gens ont du mal à... Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je voyage 6 mois par an. Maintenant, pour moi, prendre l'avion, c'est comme prendre le train pour la plupart des gens. C'est ça. Et c'est ce que je rejoins ce que tu disais au tout début, que maintenant c'est la vie normale, mais quand on parle aux gens, tu vois souvent les yeux qui s'écarquillent. Ouais, mais même moi, tu vois, pour te dire, je pense jamais en distance, tu vois, par exemple, quand on va me dire c'est loin, dans ma tête, je pense jamais c'est loin, je pense c'est combien d'heures de vol. Donc finalement, tu vas au bout du monde, je vois quand j'étais allée en Polynésie, c'est peut-être un des plus loin par rapport à chez nous. Bon, c'est 24 heures de vol, ça veut dire qu'en une journée, tu y es, quoi. Ouais, c'est rien du tout. C'est quoi une journée pour traverser le monde? Mais oui, les gens se plaignent de ça, ils se rendent pas compte que les grands-parents, nos grands-parents, ils mettaient des mois. Et du coup, pour moi, tu vois, c'est... À partir de ce moment-là, rien n'est exclu, au sens où, même si je suis au bout du monde et même si je suis malheureuse comme les pierres, je mets au pire 1 jour et demi, 2 jours pour rentrer chez moi. Absolument. C'est quoi la limite? En fait, pour moi, tu vois, ça, c'est une fausse... Oui, absolument. Et c'est très répandu. Une fausse restriction, quoi. Ouais. C'est peut-être une manière de rationaliser. Ouais, mais justement, je pense que c'est là où chercher à rationaliser, c'est dans une réalité qu'on connaît. Mais en fait, finalement, quand ta réalité est haute, rationaliser, tu rationalises complètement différemment. Parce que du coup, moi, je sais que... tu changes ta réalité et tu vas sûr. changer ta rationalisation. Je trouve. T'as raison. Parce que tes repères ne sont pas les mêmes, parce que ta façon de raisonner n'est pas la même non plus. Donc... tu vois, même moi, mon rapport à l'argent, il n'est peut-être pas le même que quelqu'un qui va payer son loyer tous les mois, etc. On me dit ça coûte cher de voyager, je dis ça coûte cher d'être sédentaire. Excuse-moi, mais tu dépenses plus d'argent dans quelque chose que... Surtout en plus si tu vis dans des pays à bas coût, typiquement l'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est relatif. Mais après, encore une fois, chacun a un contexte de vie. Tu as des gens qui... chacun, tu sais, à chaque fois qu'on vient échanger sur ces sujets-là, tout le monde te renvoie son image et sa vie. Après, c'est sûr, en fait, pour moi, il y a zéro limite. Même, par exemple, peut-être que c'est plus compliqué. Je donne un exemple qu'on sort souvent quand on a des enfants, ou quand on a un certain âge, ou quand on a construit des choses. Peut-être que c'est plus compliqué, mais pour moi, ça reste une histoire de choix. À partir du moment où tu es prêt à perdre un certain nombre de choses pour gagner d'autres choses, tu crées de l'espace. Si tu veux tout conserver et ajouter des choses, il faut avoir de l'argent. Donc, si tu n'as pas d'argent, il faut libérer de l'espace. Mais à partir du moment où... Je suis d'accord. Moi, qui ai de l'argent et pas trop de temps, j'aime bien payer des trucs pour gagner du temps, mais tu peux faire l'inverse. Ça dépend de la quantité que tu as dans chaque dimension. Ouais, et puis sur ce que tu as, tu vois, comme tu m'as demandé, est-ce que j'ai travaillé? Non. Donc forcément, à un moment donné, quand tu ne travailles pas, ça veut dire que tu vis sur un capital argent. Tu as beaucoup de temps, mais c'était un choix aussi. J'aurais pu très bien dire, tiens, j'essaye de me trouver des boulots, de continuer à garder à flot mon système, et comme ça, je pourrais peut-être le faire plus longtemps. Mais moi, ce que je kiffais vraiment, c'était d'être libre de mon temps. Donc, j'ai vécu mon kiff jusqu'au bout, quoi. Je m'étais dit, quand j'arriverai à zéro, j'en prendrai quelque chose, et puis c'est tout, quoi. Alors du coup, au niveau de ta vie amoureuse, je pense que les gens se demandent un petit peu comment tu fais pour... Tu rencontres des gens au gré des voyages, et puis tu vois ce qui se passe, quoi. Je me laisse porter comme pour le reste. Après, ça a été... c'est pas forcément facile quand tu es en voyage de construire quelque chose qui dure, sauf si tu rencontres quelqu'un qui va vouloir, ou qui vit de la même façon que toi, ou alors qui va te proposer en tout cas un projet de vie ensemble qui te fait vraiment envie, parce que moi je suis pas contre non plus changer de mode de vie si ce qu'on me propose tout d'un coup me met des paillettes dans les yeux, quoi. Mais faut t'envoyer du rêve, quoi. Voilà, mais sauf que j'ai pas trouvé de magicien au cours de mes voyages, donc du coup j'ai continué à vivre mon rêve. Et après, tu as toujours des rencontres occasionnelles, tu as des coups de cœur, etc. Mais j'ai pas, pendant mes voyages, construit ma vie amoureuse. C'est vrai que c'est un pan de ma vie que j'ai un peu laissé de côté. En fait, c'est pour ça que je te disais au départ, pour moi c'était un voyage initiatique peut-être long par rapport à d'autres gens, parce que c'est une longue période de vie quand même, hein, tu vois, quand tu as cet âge-là, en plus... Mais moi, c'était comme un reset, en fait. Et du coup, ce qui prend dans la vie des gens souvent beaucoup de temps, c'est-à-dire le couple, la famille et le travail,
Moi, tout ça, c'était au niveau 0, je dirais, tu sais, dans l'échelle Ouais, des domaines de vie. priorité, ouais, d'accord. C'était à 0. Donc, par contre, le temps pour moi, tout ce qui était tourné vers l'intériorité, tout ce qui était l'expérience, la découverte, ça, c'était au maximum, quoi. Donc, le développement personnel. Mais après, je faisais du développement personnel sans en faire. C'est l'expérience qui me l'a créé. Les rencontres. Est-ce que ça fait partie pour toi justement de rencontrer des hommes quand tu voyages? Ça fait partie du voyage, ça fait partie du plaisir de voyager Ouais, quand ils sont agréables, comme tout, oui, quoi. Voilà. Tu vois, enfin, ouais. mais après, tu as des Mais bonnes du coup, et des moins bonnes quand tu expériences. rencontres un local, il te plonge dans la culture locale de manière plus... Ouais, c'est pas forcément toujours facile non plus. Mhm. Et puis, moi, j'ai pas eu non plus énormément d'expérience avec des locaux. Ça m'est arrivé, mais c'était furtif. Et D'accord. vu que je restais que un mois, tu vois, enfin un mois, Ouais. je suis jamais restée plusieurs mois parce que j'ai rencontré quelqu'un. Mais il y a des gens à qui ça arrive, hein, et, donc qui vivent. Il y en a même qui décident de rester là où ils sont. Moi, souvent, justement, ces rencontres-là m'ont amené à me questionner sur quelle vie j'ai envie d'avoir, tu vois. Alors, Parce que quelle vie t'as envie d'avoir? je ne sais pas si j'ai encore trouvé la réponse. Je pense que c'est remis en question à chaque fois, à chaque nouvelle rencontre. Je ne parle pas que amoureuse, de nouvelles rencontres. Quand tu rencontres des gens où la vie t'inspire aussi peut-être d'une autre façon que la tienne, etc. Ça remet en question tes schémas. Mais je n'ai pas forcément trouvé cette réponse toute faite que je cherchais au départ. Où tu vois même ce lieu où je me suis dit c'est là où je veux vivre. Aujourd'hui, je me rends compte, et ça a été une vraie satisfaction. Tu vois, comme tu disais, je suis rentrée en Normandie, donc là où je suis née, chez mes parents même. Donc, et je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis bien partout, même chez moi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'énorme parce que pendant très très longtemps, même avant que je parte vivre aux États-Unis, quand j'étais dans ma vie en France, j'ai toujours eu cette sensation de me sentir à l'étroit et de ne pas avoir assez d'espace. Et qu'est-ce qui a changé la perception? T'as suffisamment exploré le monde? Je pense que se donner l'autorisation d'assouvir ses rêves, ça te donne de la liberté. Tu sais que tu peux le faire, donc tu reviens pas dans un espace où tu es enfermé, puisque tu sais que tu peux en sortir quand tu veux. Me donner l'autorisation de quitter mon travail aussi, tu vois, puisque ça aussi, surtout l'éducation nationale, il y a le côté sécurisé, mais tellement sécurisant que ça peut devenir la prison dorée, comme on dit souvent. Parce que pour en sortir, tu perds ton concours, donc tu renonces aussi à quelque chose que tu as beaucoup cherché à avoir. Et puis le fait de... Ouais, je pense le fait tout simplement de se rendre compte que rien n'est permanent et que tout dépend simplement de tes propres choix finalement et de ce que tu es prêt à accepter pour vivre ce que tu as envie de vivre. Tout en sachant que dans tout, il y a des contraintes. Donc moi, même dans mon mode de vie qui peut faire... entre guillemets, rêver ceux qui sont inspirés par ça, il y a aussi des contraintes. Bien sûr. Donc, comme tu disais, l'inconfort parfois, le fait tout simplement de ne pas avoir un chez-soi fixe. Donc des fois, tu manques d'intimité aussi, parce que quand tu vis dans des auberges de jeunesse, si tu es dans des dortoirs de 12 en permanence, faut savoir s'adapter beaucoup, supporter le bruit des autres, supporter le bazar des autres, supporter tout un tas de choses que tu n'as pas à supporter dans ton quotidien. Tu n'as pas de lieu forcément pour te ressourcer, si ce n'est si tu t'exclus un petit peu du groupe et voilà, tu te retires dans la nature ou un endroit, etc. Mais qui a envie d'aller s'isoler toute seule dans la forêt, tu vois, quand tu es au bout du monde, pour une peureuse, c'est pas vraiment la bonne idée, tu vois, tu es forcément avec du monde. Une peureuse courageuse quand même. Hein. Donc, alors par contre, c'est ce que je dis, oui, en effet, je pense que derrière, il y a une forme de courage d'aller au bout de ses envies. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'anime, mais tu vois, c'est pas valable dans tout non plus, donc il n'y a rien de parfait, quoi. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, je dirais que pour moi, l'objectif, et c'était toujours ça, c'était de me sentir bien dans ma vie. Et de trouver là où je me sentais bien, mais là où tu te sens bien, au fur et à mesure que ta vie avance, ça change en fait. Il n'y a rien de éternellement stable, la vie n'est que mouvement. Donc, selon là où tu te trouves sur la vague, tu vas te sentir plus ou moins bien à différents moments de ta vie, parce que toi-même, tu n'as plus les mêmes aspirations, tu n'es plus la même personne, ce que tu as vécu t'amène à vouloir d'autres choses. Donc soit tu sais t'adapter en permanence et suivre le flow et
Et tu peux garder ce sentiment-là. Moi, c'est ce sentiment en fait que je recherche. Soit tu veux rester cristallisé là où tu es, il y a des moments où ça ne correspond pas et du coup forcément c'est plus compliqué, et des moments où tu t'y sens quand même en sécurité, donc tant mieux. Mais pour moi, la sécurité est très rassurante et des fois elle me manque. Et à la fois, elle est emprisonnante. Donc, quand on aime la liberté, c'est pas forcément simple. Alors, une des raisons qui m'a poussé à t'interviewer aussi, c'est que quand on s'est vu 2 fois avant, en fait. Et à chaque fois, tu nous as régalé, moi et les gens qui étaient là, avec des récits de voyage vraiment marrants et exotiques. Est-ce que tu peux en partager un, là, le plus intéressant ou drôle qui te vient à l'esprit? Parce que j'imagine que tu as vécu vraiment beaucoup d'aventures. Ouais, j'ai vécu pas mal d'aventures. Après, c'est drôle pour l'audience. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup raconter, donc forcément, voilà. Mais je sais pas, il y en a un en particulier que... On peut parler de l'Inde, par exemple. On peut parler de l'Inde. Parce que l'Inde, alors il faut quand même comprendre, moi je suis allé en Inde 2 fois. La première fois, j'étais avec ma copine de l'époque qui était blonde. Il faut bien comprendre qu'en Inde, les femmes blondes, c'est partout où vous allez, c'est elles qui sont l'attraction touristique. Ouais. Vous pouvez être dans le palais le plus incroyable du monde, c'est la fille blonde qui est l'attraction touristique. Littéralement, vous avez 3 types de personnes. Il y a ceux qui vont vous demander s'ils peuvent prendre en photo. Il y a ceux qui prennent des photos sans demander. Et il y a ceux qui passent comme ça, l'air discret en prenant des photos, mais en se cachant un petit peu. C'est exactement ça. Mais c'est impressionnant. Donc, et l'Inde, c'est vraiment un énorme décalage culturel. Et il y a ça fait peur à beaucoup de gens de voyager seul là-bas, alors en particulier comment une petite femme blonde comme toi est partie en Inde, et comment tu as vécu l'expérience? Parce que ça a dû vraiment être particulier quand même. Ouais, alors l'histoire avec l'Inde, elle est longue chez moi. J'ai fait des études de géographie. Il faut savoir que j'avais prévu dans mon cursus à l'époque de partir faire une partie de mes études 6 mois en Inde. Et puis finalement, la vie a fait que j'ai décidé de passer mon concours de professeur des écoles à la place de partir cette année-là. Et donc j'ai toujours eu aussi un petit regret de ne pas être allée en Inde. Et bizarrement, ça aurait pu être le premier pays dans lequel j'ai décidé d'aller lors de mon tour du monde. Mais en fait, j'avais énormément d'appréhension d'y aller seule. Parce qu'à l'époque, quand je voulais y aller faire mes études, je voulais y aller avec une amie. Et il se trouve que moi, j'avais redoublé mon année de licence, donc elle est partie à l'époque sans moi. Et moi, toute seule, c'est pareil, ça a été un frein un peu. Et donc, j'ai mis très longtemps à me décider à aller en Inde. Pour te dire, je crois que je suis allée en Inde en 2018, donc c'était ma 5e année de voyage. Tu commençais à être rodée quand même. Ouais, donc je commençais déjà à être rodée. Et en fait... on va dire ce qui a initié ce voyage-là, c'est que j'ai eu un couple d'amis que je connaissais depuis Seattle, en fait, qui se mariaient à Delhi. Donc ils m'ont invitée à leur mariage. Donc en fait, dans ma tête, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller en Inde. Je vais être un peu prise, un petit peu comme tous mes autres pays en début de tour du monde, un peu drivée, tu vois, au départ. Et donc je suis arrivée à Delhi, et là effectivement j'étais dans le contexte avec mes amis du mariage, donc là c'était l'Inde, enfin voilà, tu vois, normal. Oui, enfin, et puis on se déplaçait en taxi, enfin voilà, on savait où on allait, puis on n'avait pas trop le temps de visiter, on était là pour cet événement-là. Et en fait, par contre, j'ai profité de cette occasion, justement, un petit peu comme le reste, c'est-à-dire ça m'a permis de m'acclimater au pays, de comprendre les codes, peut-être pas tous les codes, mais en tout cas d'être dans l'environnement, de voir un peu comment les gens évoluent, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait d'enlever au fur et à mesure les couches d'appréhension, quoi. Et donc, suite au mariage, on est partis tous ensemble à Goa, et après chacun est reparti tout seul, et moi j'ai décidé de poursuivre mon voyage en Inde. Donc là, j'ai repris mon petit backpack, mon sac à dos, et j'ai repris mes habitudes de voyage en bus, en train, chose que j'appréhendais pas mal de voyager en bus en Inde toute seule, puisque j'avais entendu tout un tas de choses sur la sécurité dans les bus. Et puis c'est vrai que je vais pas dire que j'ai pas eu peur quand je l'ai fait, mais il s'est rien passé. Donc, Et finalement, dans tous tes voyages, tu n'as jamais eu de problème sérieux, finalement, de sécurité? De sécurité, non. Ça m'est arrivé d'avoir des accidents, mais pas de sécurité. Et je sais que cette fois-là, c'est vrai que
j'avais pris un bus pour aller, donc on était dans le sud de l'Inde, hein, j'étais dans toute la partie sud, et j'étais allée au centre de l'Inde et visiter des ruines. Et notamment, j'avais fait cette rencontre avec un vieux monsieur qui déjeunait dans le même café que moi un matin et qui avait commencé à discuter avec moi, me racontant sa vie, comme quoi il travaillait comme consul de France. À l'époque, il était brésilien d'origine, justement. En Inde? Ou colombien ou brésilien, oui. Et il vivait depuis des années en Inde. Et puis, il jouait du violon, enfin, il était musicien, etc. Donc, il me racontait toutes ses aventures qu'il avait amené à voyager, etc. Et puis, justement, il me dit, bah, écoute, tu restes combien de temps dans cette ville? Donc, bon, moi, là, je ne restais pas non plus tout un tas de temps dans cet endroit précis. J'avais fait des rencontres, mais j'avais surtout un petit peu visité l'endroit. J'avais d'autres projets, en fait. Justement, on s'est connus aussi via le blogging, donc, puisque moi, je fais partie quand même des gens qui ont suivi Blogueur Pro. Et du coup... Qui est donc ma formation, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Effectivement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mm. Et à l'époque, j'avais un voyage qui était prévu dans le Kerala. J'ai un blog donc, de voyage et bien-être. Qui s'appelle Le Monde dans ma valise. Voilà. On vous a mis le lien en dessous. Hein. Et du coup... dans le podcast. Avec le blog, on m'avait proposé d'aller tester une cure ayurvédique dans le Kerala. Donc en fait, j'avais ce rendez-vous-là et il fallait que j'occupe un peu mon temps avant d'aller à ce rendez-vous-là. Et donc du coup, je fais cette rencontre donc, avec cet homme-là et qui me propose, il me dit bah, si tu n'as rien de prévu, est-ce que ça te dit de me suivre et de venir en bus chez moi? Je t'invite quelques jours pour venir visiter mon village parce que moi je connais un homme qui est absolument extraordinaire. Ça c'était le consul? Alors celui qui m'avait dit qu'il avait une vie que... D'accord, mais c'était pas un Indien d'origine quoi? Non. D'accord. Non. Il était originaire d'Amérique du Sud. Et donc il dit j'ai connu un homme extraordinaire. Que je veux te présenter, qui fait des miracles. Il me vend un petit peu le personnage mystique, mais voilà, qu'il faut aller prier, etc. Bon, évidemment, là, ma curiosité est piquée, donc je lui dis bon, bah ok, on part demain. Donc je vais réserver mon billet de bus et je me retrouve à partir avec ce monsieur dans un village que je ne connaissais pas du tout, et dont j'avoue là tout de suite j'ai oublié le nom. Et donc en bus, le bus local hein, en Inde. Oui, le bus indien, c'est une expérience aussi. Hein. Voilà, donc on part tous les deux, et déjà pendant le trajet en bus, je me rends compte que j'ai peut-être fait une petite erreur en suivant ce monsieur. J'étais assis entre lui et une dame indienne, donc qui ne comprenait pas forcément l'anglais, mais qui n'arrêtait pas de me faire des signes en le regardant, en me disant il a un petit problème, il a l'air spécial. Quoi. Et moi aussi, je commençais à le trouver très spécial. Et donc, on arrive dans cette ville qui avait été construite de toutes pièces par l'homme dont il me parlait. Donc, c'était une ville... donc, c'est une sorte de gourou, de prophète, comme il y en a beaucoup en Inde. Qui s'appelle le Baba Yaga. Mm-hmm. Et donc, il avait fabriqué toute cette ville, une école de musique en forme de violoncelle, tout un tas de formes originales dans la ville. Et donc, il a ses disciples qui sont là. Mais moi, je ne connaissais pas du tout, je n'en avais jamais entendu parler. Pourtant, apparemment, il est assez connu en Europe. Et puis, donc, on arrive dans la ville. Et là, il réserve un petit tuk-tuk pour aller m'emmener chez lui, mais qui était à l'extérieur de la ville. Donc, c'était prévu que tu dormes chez lui? Voilà. Oui, donc, voilà, je veux dire, c'est juste pour montrer que tu n'as pas froid aux yeux, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui, là, n'auraient pas accepté... Oui, alors là, en fait, je m'étais dit, c'est un vieux monsieur. Okay. Donc ça me paraissait tout à fait sans danger. Élégant, raisonnable. Ouais, enfin voilà, il me paraissait... Sans arrière-pensée. Voilà. Mais j'ai été un petit peu naïve sur ce point-là. Donc bref, nous nous retrouvons chez lui. Déjà, on arrive dans une espèce de résidence où quasiment toutes les maisons sont vides. Il habite au bout de la résidence, dans sa maison pleine de fioritures. De fioritures? Oui, c'est-à-dire qu'il avait un jardin avec tout un tas de statues en tout genre, qui s'illuminent la nuit, etc. Okay. Un peu chargé du coup? Un peu chargé. Il me présente ma chambre un peu chargée aussi, avec des cadres qui s'illuminent dans la nuit, des barreaux aux fenêtres, sans fenêtre, juste le vent qui passe.
Et ouais, j'ai vécu un moment un peu où je me suis demandé là pourquoi j'avais pris la décision de le suivre quand même. Puisque après c'est devenu un peu glauque, il voulait absolument que je regarde des vidéos de ce monsieur dont il me parlait tant. Je découvre que c'est un monsieur qui est mort, en fait. Tu pensais qu'il était vivant. Et sur les le rencontrer voilà, en plus. c'est ça. Et sur les vidéos, il me le monte en chaise roulante juste avant sa mort. Enfin bon, c'était assez spécial. C'était un peu glauque, et vraiment glauque même. Et donc je me dis, bon, on va passer la nuit, puis demain, il faut que je trouve une solution. Il voulait m'emmener donc le rencontrer, mais là j'avais compris quand même qu'il était mort depuis que je regardais les vidéos. Donc il voulait que tu vois quoi, sa tombe? Sa tombe en fait. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. C'est marrant qu'il ne l'ait pas précisé quand même. Oui, et puis bon, c'est vrai que donc j'avais une salle de bain dans ma chambre. Et puis le lendemain, il s'est quand même pris de rentrer dans ma chambre sans frapper. J'étais dans la salle de bain, mais voilà. Ouais. Donc j'ai commencé à le trouver un peu louche. J'avais mis un pantalon pour aller en ville où on devait aller pour justement se rendre dans ce lieu. Il voulait absolument m'aider à mettre un sari, donc moi je voulais pas du tout qu'il m'habille. Bon bref, donc j'ai commencé déjà à devenir un petit peu plus agressive. Et puis, voilà, il m'avait emmené, il y avait sa femme de ménage qui nous avait accompagnés, mais il habitait une toute petite maison, hein, rien de luxueux. Et on était allés donc en ville à l'endroit où il voulait m'amener. Et donc avec cette femme, parce qu'en fait, il y avait une partie homme, une partie femme, donc c'est elle qui me guidait dans la partie femme. Et puis, suite à la visite, je lui ai dit, écoute, moi, je vais visiter ici le village. Lui, il voulait rentrer faire une sieste. Et il me dit, ah mais non, mais toi aussi tu rentres faire une sieste. Donc je lui dis, écoute, en fait c'était pas une question, je te pose pas la question, je suis une grande fille, donc je te dis simplement, je t'informe que moi je ne rentre pas. Et puis bon, là j'ai senti que bon, j'avais affaire à quelqu'un qui avait quand même un petit problème. Donc la femme de ménage, elle a vu quand même que je commençais à m'énerver, donc elle lui a dit de laisser tomber, donc ils sont partis tous les deux. Et puis, moi, finalement, j'ai été prendre un thé histoire de réfléchir. Tu avais tes bagages avec toi, là? Non. Ah ouais, tu avais laissé les bagages chez lui. Et justement, j'avais appelé ma sœur à ce moment-là et qui m'a dit « Non, mais qu'est-ce que tu fais? Prends ton sac et casse-toi, quoi. » Ce qui, à mon avis, est un bon conseil. Et du coup, j'ai pris un tuk-tuk. Je suis rentrée chez lui. J'ai dit au gars du tuk-tuk de m'attendre devant la maison, que j'en avais pour 2 minutes. Je suis rentrée dans la maison sans frapper, je suis allée dans la chambre, j'ai pris mon sac à dos j'avais presque rien enlevé parce que j'avais pas dormi de la nuit tellement j'avais les jetons dans la chambre avec les barreaux et les trucs qui s'allumaient partout. Et je suis sortie, il était dans son fauteuil, il s'est réveillé à ce moment-là, il me dit « Ah, tu t'en vas ?» Je dis « Oui, j'ai une urgence, ma mère est malade. » Je suis partie comme ça. Et je suis montée dans le tuk-tuk, je lui ai dit « Emmène-moi à la gare routière ». Et à la gare routière, j'ai demandé un bus le plus loin possible. Et du coup, j'ai pris un bus pour retourner sur la côte à 14 heures de route. Mais c'était un bus de nuit, donc j'avais dit que je ne voyagerais jamais de nuit dans un bus en Inde. Me voilà dans le bus de nuit, et je me retrouve évidemment avec que des hommes dans le bus. Et t'es blonde. Et je suis blonde. Et là, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a une dame qui arrive avec son mari et un petit enfant, donc ils étaient une famille. Et du coup, je suis allée directement vers elle et je lui ai dit, voilà, je voyage toute seule, est-ce que tu peux me surveiller? Et elle m'a dit, je te dirai quand je descends. Et son mari était là aussi, donc il l'a dit au chauffeur. Et par contre, je suis restée dans ma couchette, j'ai pas été ni aux toilettes, ni été boire pendant 14 heures de route. Je suis restée dans ma couchette et je ne suis pas descendue du tout à aucun arrêt. Faut pas te faire voir, d'accord. Non. Après, c'était peut-être un trop plein de... tu vois, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais les arrêts, c'était la nuit, c'était des parkings avec des hommes. Enfin, moi, je ne me sentais pas vraiment à mon aise. Je n'avais pas envie d'aller chercher non plus à me mettre dans des situations compliquées. Et donc, voilà, après, je suis arrivée sur la côte. Et puis, bon, après, j'ai continué mon voyage. Je suis allée faire ces fameux séjours ayurvédiques qui étaient absolument géniaux. Pour le coup, c'était des super endroits. Et puis après, c'est là aussi où j'ai ensuite rencontré justement le maître yogi qui m'a ensuite initiée au yoga. Parce que donc maintenant tu es prof de yoga, hein, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Et donc à la base tu as été initiée en Inde par un vrai maître yogi en tout cas, voilà, j'ai fait cette rencontre de cet homme-là parce que j'avais fait du yoga dans le premier endroit où j'avais fait la cure. Et puis après, j'ai été visiter d'autres endroits avec la même enseigne. Et il s'est trouvé qu'en fait, le premier jour, en faisant la visite, je suis tombée à la renverse dans les escaliers. Ah bon? J'ai déboulé les escaliers, je me suis emplafonnée la tête dans le mur pleine face. Sérieusement?
Donc j'avais la tête complètement déformée. On s'appelait Elephant Man pendant un mois presque. Ah ouais. J'avais l'œil tout noir, la tête tumifiée. Et Tu fais du yoga comme ça? bah, en fait, oui, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. C'est marrant. Okay. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé des cours privés avec lui, en fait. Et parce que c'était pas du tout prévu comme ça initialement. Je devais rester 3 jours. Le fait d'avoir eu cet accident, je suis restée beaucoup plus longtemps. Et donc, il m'a dit, bah, c'est bien, tu vas pouvoir continuer les cours. Lui, il trouvait que j'avais des prédispositions. Enfin, bon, bref. Et moi, en fait, ces cours ont été une révélation. À chaque cours, je me libérais de quelque chose, je pleurais beaucoup. Il a remis en question, pas mon mode de vie, mais il me disait qu'il sentait sans qu'on échange, parce qu'on ne parlait pas. Donc tout était simplement dans la sensation. Mais il me disait, t'es quelqu'un qui va beaucoup chercher la liberté à l'extérieur. Il me dit, tu ne seras jamais en paix tant que tu n'iras pas la chercher à l'intérieur. Et il m'a montré ce chemin, et c'est comme ça que j'ai eu envie d'enseigner le yoga pour partager ce chemin qu'il m'avait transmis. Et alors, c'est intéressant parce que donc, tu sais, cette aventure avec ce monsieur un peu bizarre, finalement, j'ai envie de dire, c'est comme pour tout, c'est les inconvénients de tes avantages, dans le sens où tu n'as pas froid aux yeux, tu n'hésites pas à aller à la rencontre de l'aventure et à dire oui aux opportunités d'aventure quand elles se présentent. À partir aussi quand c'est glorieux. Oui, donc ça c'est bien. Mais du coup, est-ce que tu regrettes cette partie ou tu te dis non, c'est normal, c'est parce que sinon, si j'étais trop prudente, je raterais d'autres occasions où là c'était génial? Bah, je pense que oui. Après, je pense qu'il faut vraiment s'écouter. C'est-à-dire que, comme je te disais, là, j'avais peut-être fait un mauvais choix au départ. Après, je me connais aussi. Tu vois, par exemple, ce que je te disais, pour moi, c'était un monsieur de 80 ans. Ah, il avait 80 ans. Ouais. Oui, donc tu vois, sa force physique, moi je suis petite, mais il n'était pas beaucoup plus grand que moi, il faisait pas 1m90, oui, tu vois. C'était un Sud-Américain. Moi, j'ai fait beaucoup de boxe. Enfin, je savais que voilà, je sais aussi que j'ai une rage qui peut être énorme. Donc, si tu veux, par exemple, si on m'attaque, etc., je ne suis pas téméraire, je ne vais pas aller me bagarrer ni rien. Mais là, dans ce contexte-là, avec ce monsieur-là, je ne me sentais pas dans un danger. Mais ça aurait pu, hein, c'est ce que je dis. Là, je pense que j'ai manqué de lucidité quand même un petit peu. Mais bon, finalement, c'est un prix à payer pour être aussi ouverte que toi sur. Ouais, après, c'est ce que je te dis, il ne faut pas aller pousser le danger. Si tu sens que ça ne le fait pas, à un moment donné, il ne faut pas non plus aller rester dans quelque chose d'extrêmement inconfortable. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a cette notion de risque mesuré, mais finalement, beaucoup de gens trouveraient déjà ça complètement fou de partir, super risqué, surtout pour une femme, donc de partir seule en Inde comme ça. Puis bon, finalement, il ne s'est rien passé à part cet épisode. Non. Okay. Tu es resté combien de temps en Inde? Au final, un peu plus d'1 mois, je crois. D'accord. Je sais plus donc exactement. Tu es repartie initiée au yoga et désireuse d'en apprendre plus sur cette discipline. As-tu une autre anecdote à partager? Je ne sais pas ce qui te vient à l'esprit, ce que tu auras envie de partager à notre audience de Rebelles Intelligents. Ça fait quand même 1h30 qu'on parle, donc là, il n'y a plus que les gens ultra motivés qui sont là, qui te kiffent, qui adorent ton histoire. Donc voilà. Ouais, bah j'en ai plusieurs, mais en fait, moi, ce qui me marque à chaque fois, c'est un petit peu les concours de circonstances. D'accord. Tu vois, je me suis retrouvée, par exemple... alors après, j'ai pas non plus envie de tourner le cliché, tu vois, il se passe pas que des choses dramatiques, il y a des gens qui voyagent. Moi, j'ai rencontré plein d'amies voyageuses qui ont vécu des voyages sans péripéties. Du tout. Tu vois, du tout. Mais je sais que, par exemple, moi, j'ai eu ce moment-là. Enfin, ce que j'aime bien, en fait, c'est l'enchaînement des événements. Noter l'enchaînement des événements et remarquer les choses qui arrivent de façon presque tu as l'impression que c'est écrit. Et je sais, quand je me suis retrouvée, je suis allée en Nouvelle-Zélande. Et pour le coup, j'avais planifié, parce que j'étais en Australie, pas en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie. J'étais donc en Australie, j'avais prévu une semaine en Tasmanie. Mais j'avais pas pris de billet. Si, j'avais pris un billet retour. Et du coup, j'avais loué une voiture, je voulais faire le tour de l'île. Et j'avais pris un couchsurfing. Au départ, c'était un couple de personnes âgées. Donc le monsieur m'avait aidé à faire mon itinéraire, avait peaufiné avec moi les endroits qui étaient sympas, etc. Et je suis partie toute seule en voiture. Il s'est trouvé qu'un jour, j'étais en montagne. J'avais un peu présumé certainement mes forces, ma fatigue, enfin voilà. J'avais mal dormi parce que j'étais arrivée trop tard sur le site où je voulais faire des excursions. Enfin, c'était un site de montagne, hein, donc il y avait des balades à faire.
Et du coup, je m'étais dit, bon, bah tant pis, je vais rester sur le site, mais il n'y avait pas du tout d'hôtel à proximité, donc j'ai dormi sur le parking. Il faisait très froid la nuit, donc j'avais presque pas dormi. J'avais fini avec toutes mes affaires de ma valise accumulées sur moi dans ma voiture. Et à 5 h du matin, j'avais tellement froid que j'avais attendu l'ouverture du parc et j'étais partie en randonnée, limite encore dans la pénombre. Et en chemin, je rencontre 2 filles un peu plus jeunes qui me disent « Ouais, nous, on monte jusqu'au sommet. » Enfin, moi, j'étais partie pour 1 heure de randonnée. Je me suis retrouvée à randonner jusqu'au sommet pendant 6 heures. Enfin, bon, bref. Donc, j'étais un peu fatiguée, vu que je n'avais pas dormi la veille. Mais j'avais eu tellement froid sur le parking, je me suis dit « Je ne vais pas rester ici. Il faut absolument que je rejoigne la côte. » Et je voulais retrouver la mer. Donc, j'ai fait une petite sieste en me disant « Je me retape. » Et je repars avec ma voiture en montagne. Sauf que je me suis endormie au volant, sur l'autoroute. Ouf. Et que j'ai eu un accident de voiture, forcément. Et là, pour moi, justement, tu vois, ce genre de précaution, ça, c'est des choses auxquelles maintenant je fais très, très attention. Mais avant, j'y faisais aussi attention. En fait, là, je ne m'attendais pas à me dire à 14 h, tu vois, que j'allais m'endormir comme ça au volant, quoi. On était en pleine journée. Alors, c'était quoi les conséquences de cet accident? Tu n'as pas eu de dommages physiques importants, non. Apparemment. Non, mais encore une fois, ça, c'est... Ouais, c'est de la chance, ouais. Parce que bon, je roulais au bord d'un ravin, hein, donc oui. je partais dans le ravin. J'ai heurté un petit poteau en bois, ce qui m'a réveillée. Donc j'ai braqué ma voiture dans l'autre sens. Mais sauf que de l'autre côté, c'était les pierres, le talus, les arbres. Donc la voiture a traversé l'autoroute et monté sur le talus. Elle s'est plantée dans un arbre, elle était pliée en deux et est partie à la casse. Hein. Ah ouais. Le airbag s'est pas ouvert, mais moi j'avais rien. Ah ouais, t'as de la chance. Donc je suis sortie de ma voiture. Et si t'avais pas pris le poteau, tu serais parti dans le ravin alors? C'est ça. Wow. Donc tu vois, c'était quand même là, mais c'est pas ce truc-là en fait. Donc en fait, il se trouvait que cet accident-là m'a amené à revenir en arrière, donc à ramener, pas ramener la voiture, mais en tout cas à retourner à l'endroit où je l'avais louée. Donc je suis arrivée, j'avais pris un Airbnb juste en face de l'endroit de location, pas un Airbnb, une auberge de jeunesse qui était juste en face. Et je rencontre dans cette auberge une jeune fille. Le soir, elle s'assoit à la table en face de moi et puis elle me dit... elle me parle. Et puis justement, donc moi je lui raconte ma journée un peu chaotique. Et elle me dit, écoute, moi je fais des études de médecine chinoise. Si tu veux, je te fais un massage shiatsu. Elle m'a remis... en fait, j'avais juste les vertèbres un peu tassés par le choc et elle m'a remis directement. Et puis en fait, suite à ça, j'ai une amie une amie de France, qui m'envoie des messages en me disant « Ah, tu te rappelles, j'avais ma famille d'accueil quand j'étais jeune en Tasmanie, est-ce que tu les as vus ?» Je lui dis « non, j'ai eu un accident de voiture. Donc là, je suis toute seule, puis j'ai envie de partir, je vais prendre mon vol, etc. » Et elle me dit « Non, mais tu vas voir, ils sont vraiment sympas, appelle leur fils, il a à peu près notre âge. » Enfin bon, voilà, donc j'appelle ce gars. Et il me demande où je suis. Et il me dit, écoute, je suis là dans 15 minutes, je viens te chercher. Donc le gars arrive 15 minutes plus tard, il me propose de m'héberger, il vivait avec une coloc, ils avaient une 3e chambre, il me dit, tu peux rester autant que tu veux. Bon, voilà, donc je reste chez lui, et puis du coup, il me fait visiter la ville, super sympa. Et puis il me dit, écoute, moi, je travaille dans un golf, c'est le plus vieux golf d'Australie, il est construit dans une ferme au centre de la Tasmanie, ça serait vraiment génial que tu puisses le voir. J'y vais demain, est-ce que tu veux venir avec moi? Je lui dis, écoute, moi j'ai mon billet retour, donc c'est dommage, ça me disait bien, mais bon. Et puis il se trouve que je ne reçois jamais le mail de confirmation de réservation du vol, donc j'appelle la compagnie. Et là, la dame de la compagnie au téléphone m'explique, me dit, écoutez, je ne vois pas votre réservation, en fait. Donc je dis, ah bon, j'ai réservé un vol. Elle me dit, en fait, vous n'avez pas dû aller au bout du paiement, il n'y a plus de place sur le vol, donc vous n'avez pas de billet. Donc je raccroche et je lui dis, écoute, j'ai pas de billet, donc finalement, tant mieux, voilà. Finalement, on va aller au golf. Et puis en arrivant au golf, donc il me présente le propriétaire, qui réglait des soucis familiaux et qui me dit, écoute, tu fais rien en fait, t'es en voyage. Il me dit, c'est cool. Il dit, moi, j'ai pas prévu, mais je dois partir à Melbourne. Tu veux pas rester pour tenir le golf? C'est sérieuse? C'est dingue quand même. Donc, mais donc il a accroché sur toi très vite, quoi. Ah ça c'était le premier jour. Hein. Ah ouais, lui il est parti du coup dans la journée, le lendemain. Ou alors il était désespéré quoi, pour trouver quelqu'un. En fait il cherchait quelqu'un, donc il me dit, donc il m'a montré, et puis je restais un peu avec Christian qui m'avait accompagné, qui était prof de golf là-bas et qui m'aidait aussi, tu vois, parce que du coup il y avait la maison d'hôte et le golf. Donc en fait je me suis retrouvée à gérer les clients du golf qui venaient présenter le parcours, etc.
les gens qui venaient pour loger pour la maison d'hôtes, mais du coup, il fallait leur faire à manger, donc on leur servait le déjeuner, on dînait avec eux le soir à table, ensuite, voilà, tu rangeais tout, enfin, voilà. Et puis, l'un dans l'autre, il m'appelle dans la semaine, il me dit « Ah, au fait, je t'ai pas dit, j'ai des journalistes qui doivent passer pour faire un article sur le golf, et puis là, nos nouvelles prestations, etc. Tu vas les recevoir. » Donc en fait, c'est moi qui ai reçu les journalistes, c'est moi qui ai fait les photos. Je me suis retrouvée en première page du journal de Tasmanie, parce que finalement, ils ont fait un article sur la Française qui tenait le golf. Voilà. Donc par exemple, voilà, de toute façon, quand tu voyages, c'est bourré d'anecdotes en fait. T'as des anecdotes, j'en ai plein. On voit que tu peux littéralement en parler pendant des heures et des heures. C'est ça aussi, je pense, qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tu t'es créé une vie extrêmement riche d'expériences. Alors que pour beaucoup de gens, finalement, dans leur vie, les jours se ressemblent un peu. Tu vois, c'est comme le film, comment ça s'appelle, avec Bill Murray, là, où il se réveille tous les jours et c'est le même jour. Un jour sans fin, exactement. Et d'ailleurs, la morale de ce film, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu t'apprends à t'améliorer, à te dépasser, tu arrives à transcender ce côté répétitif. Et là, tu as vraiment créé l'aventure de ta vie. D'ailleurs, tu as dit que tu voulais te créer ta retraite finalement à 35 ans. Ouais. On voit bien que... j'avais déjà partagé sur ma chaîne Olivier Roland, donc pas la chaîne les Rebelles Intelligents, cette notion de prendre des mini-retraites plutôt que de prendre sa retraite à 65 ans. On la prend par exemple à 70 et on a 5 ans de mini-retraite qu'on peut répartir tout au long de sa vie active et qui permet de profiter de la vie quand on a encore beaucoup d'énergie. Là, tu as pu faire des choses que probablement tu ne pourras pas faire quand tu auras 70 ans par exemple. Moi, oui, effectivement, c'était un de mes rêves. C'était de me dire, je veux prendre une mini-retraite de 35 à 40 ans, justement pour tout ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire de vivre ce que j'ai envie de vivre, mais à ce moment-là de ma vie, pas forcément attendre, en capitaliser sur un futur incertain, parce que le temps que dure sa vie, il y a une durée moyenne, mais personne n'en est sûr en fait. La preuve, regarde, j'ai eu cet accident de voiture, ma vie aurait pu s'arrêter là. Non, c'est vrai. Donc, en fait, moi je trouve ça presque prétentieux de se faire des plans sur la comète dans 20 ans, parce que personne ne sait s'il se réveillera demain, est-ce qu'il lui arrivera dans la journée. Il ne faut pas être négatif non plus. Évidemment qu'on vieillit, on peut construire aussi des choses et on peut aussi prévoir des choses. Mais je pense qu'il faut aussi ne pas reporter tous les projets qui comptent profondément, pour un temps bien trop loin en tout cas. Mais profiter de sa vie quand on est sûr qu'on l'a, et comme tu dis, quand on est en énergie de le faire. Et encore une fois, je pense que les désirs qu'on a à 20, à 30 ans, à 40 ans ne sont pas les mêmes, et ils ne seront pas les mêmes que ceux qu'on peut avoir à 60 ans et au moment de la retraite. Comme je disais, moi, ça se trouve, au moment de la retraite, j'aurais pas du tout envie d'aller barouder à droite à gauche avec mon sac à dos. Peut-être que oui, mais je n'en sais rien. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui t'a fait arrêter les voyages? C'est parce que tu n'avais plus de réserve d'argent, tu en avais marre, il y a eu le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tout ça. Tout en même temps, d'accord. Il y a eu tout ça, c'est-à-dire que... Est-ce que tu angoissais un peu quand tu voyais la fin de ta réserve arriver? Ouais, un peu quand même. Ouais. D'ailleurs, tu vois, j'avais fait la formation blogueur pro parce que pour moi, ça me faisait aussi rêver de pouvoir travailler en ligne. Et on en a parlé, et malheureusement, tu t'es pas super accroché sur le blog, mais on en a parlé du potentiel. Donc, après, comme tu vois, moi j'adore raconter des histoires, j'adore écrire, mais le blogging, il ne faut pas oublier que c'est un métier, ça prend beaucoup de temps, donc il faut consacrer ce temps à ce travail. Et pendant mes voyages, pour moi, j'arrivais pas à faire la concession de consacrer un temps de travail suffisant pour faire vivre le blog comme il doit l'être. Parce que les gens se disent qu'en ligne, j'imagine, en tout cas, il y a quand même beaucoup de gens, quand on en parle, qui pensent que le blogging, c'est de l'argent qui tombe du ciel, un peu par chance. C'est beaucoup de stratégie, il y a beaucoup de choses à mettre en place, et c'est quand même... on choisit d'y consacrer un temps, même si après, derrière, on va avoir une récurrence, etc. Mais en tout cas, il faut le donner ce temps-là. Et juste avant de faire cette interview, je t'ai recommandé de tester TikTok. Ouais. Donc, on vous mettra le lien de la chaîne TikTok. Tu vas faire quoi, le même nom que pour ton blog? Peut-être. On verra bien. Bon, on mettra le lien. De toute façon, au moment où la vidéo sortira, le compte aura été créé. Tu auras déjà publié des vidéos. Acceptes-tu ce challenge? C'est ton challenge, mon nouveau challenge. Voilà, exactement. Et donc, on verra ce que ça va donner. Ouais. Mais donc, voilà. Donc, tu vois la fin de la réserve qui arrive. Alors, j'arrivais un peu en bout de réserve. Il faut savoir qu'en fait, donc le Covid, c'était en 2020, c'est ça, février, quelque chose comme ça, 2020. Février-mars, ouais. Et donc moi, j'ai passé mon diplôme de yoga en juillet 2019. En Inde? En Thaïlande. En Thaïlande. Parce que, pourquoi pas? Alors, parce que j'ai cherché pendant très longtemps l'école qui me convenait, mais au-delà de l'école, j'avais envie de trouver la personne qui me convenait. Donc, j'ai fait des recherches jusqu'à temps que je sois attirée par une personne.
Et ce que j'aimais dans la formation notamment que j'ai choisie, c'est que donc c'était une école canadienne à la base, enfin une femme qui était prof de yoga au Canada, qui avait son école et qui a créé la retraite en Thaïlande. Et ce que j'aimais, c'est qu'il y avait beaucoup de professeurs et d'horizons différents, avec des formations yoga d'horizons, enfin de nature différente, parce qu'il y a plusieurs types de yoga. Donc là, on avait la richesse de plusieurs types de yoga. Ce qui, moi, me donnait ensuite la capacité de choisir ce qui me parlait le plus dans l'enseignement que je recevais. Il y avait aussi des enseignants qui étaient avec un yoga plutôt traditionnel, même basé beaucoup sur la religion bouddhiste, etc., puisqu'ils étaient d'origine de Thaïlande, ou ils avaient été en Inde faire des retraites, etc., plusieurs fois. Enfin bon, ils étaient très imprégnés. Voilà, on avait un Français qui faisait aussi du coup sa particularité. Et ce que j'aimais, c'était ça, c'était d'avoir une ouverture d'horizon en fait. Mmh. Et donc j'ai fait ma formation, donc, qui ouvrait principalement sur du Hatha Yoga, ce que je préfère, et c'est ce que j'avais appris aussi en Inde, et qui est le yoga traditionnel. Et pour moi, c'est une base, on va dire. Après, il y a toutes les déclinaisons. Et après, voilà, donc on était formés à trois enseignements différents. Et suite en fait à ma formation de yoga, j'avais pas trop fait de plan, mais je comptais rester un peu en Thaïlande et voyager un peu en Asie. Mais en fait, il s'est trouvé que juste derrière ma formation, la semaine suivante, d'ailleurs, je devais faire une formation de massage thaïlandais que j'ai commencé. Mais le premier jour, en fait, j'ai attrapé la dengue et je me suis retrouvée donc hospitalisée en Thaïlande pendant 8 jours. Et puis en fait, la dengue, ça vient... Tu as une assurance santé? Tu avais? Alors, ça, toujours voyager avec une assurance. Voyage. Tu peux savoir quel fournisseur? Je sais même plus là qui j'avais pris. Je pourrais te le dire si tu veux le nom, mais là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais je sais que j'avais pris la même que pendant mon tour du monde. Et pourquoi je dis toujours, la première année, j'avais pas pris d'assurance. Ah, c'est une erreur classique. Mais en fait, je l'avais fait parce que par mes connaissances, honnêtement, oui. Je savais pas. Tu vois, puis je pensais qu'avec ma carte de crédit, ça suffirait. Avec les American Express, normalement, c'est inclus, mais ça dépend. En fait, si tu veux, avec la carte de crédit, tu as une assurance. Mais en fait, tu as une assurance au départ de la France, il faut le savoir. Donc, à partir de ton deuxième voyage, c'est plus pris en compte. Et ça fonctionne déjà que 2 mois ou 3 mois, un truc comme ça. Tu as un délai. Donc ça, je ne le savais pas. Il se trouve que la première année, il m'est rien arrivé. Donc, tant mieux. Mais sinon, une assurance, c'est au cas où il t'arrive quelque chose. Donc évidemment, ça peut être inutile, sauf que tu n'es pas à l'abri de savoir ce qui va t'arriver. La dengue, pour le coup, ça s'attrape avec une piqûre de moustique. Donc tu vois, voilà, pas le choix. Et moi, comme j'étais seule, je devais être hospitalisée, j'étais sous perfusion. Tu perds toutes tes défenses immunitaires. Donc je dormais 24 heures sur 24, il fallait qu'on me nourrisse, on me portait pour aller aux toilettes, je ne pouvais pas marcher. J'avais une énorme fièvre, plus de 40 de fièvre pendant presque 8 jours. Donc, tu n'avais pas le choix. Sauf que, encore une fois, les coûts hospitaliers, chez nous, on en a rarement conscience parce qu'on ne les voit pas. Et donc, tu es en Thaïlande, là. Ouais. Bon, moi, j'avais vécu aux États-Unis, donc je savais combien ça pouvait coûter. Oui, mais en Thaïlande, c'est beaucoup moins cher. C'est réputé d'ailleurs pour le ratio coût-bénéfice. Ouais, c'est beaucoup moins cher, mais tu vois, là, j'étais à un hôpital américain, parce que pas l'hôpital thaïlandais. Sur l'île. Et du coup, je crois que c'était l'équivalent pour la semaine quand même de 15 000 €. Ouf, ça fait mal. Donc bon, c'est étonnant pour la Thaïlande quand même. C'est sympa d'avoir son assurance, tu vois. Ouais. Il faut savoir aussi que l'assurance, avant d'être administrée à l'hôpital, il faut prévenir l'assurance avant, il faut qu'ils valident ton administration. Absolument. Parce que sinon, si tu les appelles après coup, ils peuvent refuser la prise en charge. Donc ça, c'est aussi un petit piège assurance, enfin en tout cas, il vaut mieux éviter. Et moi, je me vois encore, j'étais couchée sur le bureau, il me disait, mais il faut qu'on vous mette sous perf, il faut qu'on vous mette sous perf. Et je disais, appelez mon assurance, et quand j'ai la validation, vous me mettez sous perf. Mais en fait, je ne suis pas rentrée avant d'avoir la validation de l'assurance. Et pourtant, je n'étais pas très en forme. Mais voilà, c'est pour tous ceux qui veulent voyager sur le long terme, comme ça, c'est important d'avoir ça. Et puis ça, vraiment, par exemple, la dengue, c'est l'exemple typique, quoi. C'est pas de chance, pour le coup. Absolument. Il n'y a aucune prise de risque. Tu te fais piquer par un moustique, ça peut arriver n'importe quand et n'importe qui. Donc, tu te retrouves, tu as un diplôme de yoga, tu as ta réserve qui baisse, tu as le Covid qui arrive, donc du coup, tu fais quoi? En fait, la dengue m'a amené à rentrer chez moi, ce qui n'était pas prévu. Donc, je suis rentrée chez moi pour me retaper parce que j'étais vraiment plus en forme, et puis j'avais plus beaucoup d'argent non plus. Et donc j'ai commencé, je suis restée chez moi, et le Covid après est arrivé rapidement en fait.
Et donc j'ai démarré mes cours en ligne, tout simplement. Enfin, j'ai commencé à essayer de développer mon réseau en ligne. Et puis, j'ai trouvé ça assez fastidieux parce que je n'avais pas toutes les techniques et je ne mettais pas en place non plus toutes les techniques. Mais là, tu as changé complètement de vie. Là, tu passes de la nomade perpétuelle qui ne travaille pas à la sédentaire qui essaie de monter un business. Ouais. Ça n'a pas été trop dur? Pour moi, monter un business, c'est toujours dur. C'est ton prochain défi. Voilà, c'est mon prochain défi. Moi, là, aujourd'hui, tu es quand même prof de yoga en présentiel. Ouais, ça te permet de gagner. Bon, voilà, tu ne roules pas sur l'or, mais tu gagnes ta vie. Ouais. Et, je gagne ma vie, comme je te le disais. C'est vrai que j'ai un confort de vie au sens où je suis revenue quand même vivre chez mes parents et j'ai pas beaucoup de frais. C'est toujours pareil. Il faut faire un calcul entre ce que tu as dépensé et ce que tu gagnes. Aujourd'hui, tu as 43 ans et tu es retourné chez ton père. Ouais. Donc voilà, on voit aussi que tu... Parce que, encore une fois, c'est une période de transition dans ma vie. J'ai la chance d'avoir une relation avec mes parents qui me permet de le faire aussi, qui ont aussi un espace qui me permet d'être accueillie, parce qu'on habiterait dans un 10 mètres carrés, ça ne serait pas possible. Hein. C'est sûr. Là, on a un espace suffisant pour ne pas se marcher dessus. Mais du coup, en tout cas, pour moi, ça a été ma solution. Après, encore une fois, chacun trouve sa solution. Et là, ça te démange le démon de voyage? C'est ce que tout le monde me demande, et bizarrement, pas tant que ça. Bon, tu dis ça, mais tout à l'heure, tu vas prendre un bus pour aller à Bilbao. À Bilbao. En Espagne. En Espagne, du côté du Pays Basque. Hein. Donc bon, t'es quand même, t'as toujours un petit peu la bougeotte quand même. Oui, mais après... Et tu m'as dit d'ailleurs, parce que là, tu t'es venu à Paris pour faire cette interview, tu m'as dit, je savais pas trop quand j'allais y aller, mais du coup, je profite, je combine tout. Exactement. Ça a été donc on retrouve quand même cet esprit de flexibilité, d'opportunité, de recherche d'opportunités. Toujours. Et pourquoi je prends le bus, comme je te l'ai dit, parce que du coup, c'était plus facile d'aller à l'arrêt de bus à Bercy que d'aller à l'aéroport. Et les horaires m'arrangeaient mieux. C'est un bus de nuit, donc tu dors et c'est la téléportation, quoi. Voilà. Donc pour moi, ça me paraissait plus cool, alors qu'il y a des gens à qui ça paraît plus compliqué, mais moi, ça me paraissait beaucoup plus simple. Donc, alors, ça va être... pour moi, ça, c'est même pas vraiment des voyages, tellement c'est proche. Mais c'est intéressant, parce que pour beaucoup de gens, c'est un voyage, et pas un petit voyage, tu vois. Donc, il y a quand même... T'as tellement étendu ta zone de confort qu'aujourd'hui, tu peux faire des trucs qui paraissent être des voyages pour les gens. Et qui ne le sont pas. Mais donc, tu ne te vois pas trop revoyager comme avant? En fait, c'est pas que je me vois pas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ma réalité, elle est encore autre. Donc, si tu veux, je m'adapte. J'ai la chance d'être à un moment dans ma vie, en fait, où je me sens bien partout. Donc, je n'ai plus cette frustration que je pouvais avoir quand j'avais envie de voyager tout le temps, de rentrer et de me sentir mal quand j'entrais, et d'avoir cette fièvre de repartir, où finalement, tu arrives dans un quotidien qui n'est plus le tien, où les gens t'ennuient, où tu ne vas pas trouver forcément ce qui va toi t'animer. Aujourd'hui, j'ai réussi à retrouver cet équilibre qui fait que quand je rentre, je suis aussi j'ai toujours été contente de retrouver mes proches, parce que je suis assez proche de mes amis, ma famille, etc. Mais c'est vrai que quand je rentre... Là, aujourd'hui, en tout cas, après, il y a eu le Covid. Donc, le Covid, pour moi, finalement, toi, tu n'avais plus de choix. Tu étais là. Mais je veux dire, par exemple, les gens qui rêvaient de voyager et qui ont été stoppés par le Covid, ils sont stoppés dans un rêve. Oui. Moi, tu as eu de la chance, ça aurait pu arriver 3 ans avant. Ouais. Et moi, tu vois, j'ai envie de te dire, dans ma tête, je me suis dit, t'as plus trop de thunes, tu veux monter ta boîte. C'est le moment, c'est l'opportunité. T'es même pas frustré de ne pas voyager, personne ne peut le faire. Ou plus ou moins personne, tu vois. Donc en fait, entre guillemets, c'était presque du pain béni, quoi. Enfin, et alors, ça m'a permis de me reposer. On passe un peu du coq à l'âne, mais j'aime bien poser ce genre de questions aux invités du podcast. Comment tu as vécu ton parcours scolaire? En fait, je dirais que j'étais moyenne à l'école, tout le temps. Et t'aimais bien l'école? J'ai pas de souvenirs, tu vois, mémorables de l'école. J'ai pas de souvenirs absolument désagréables, mais j'avais l'impression que j'étais un peu dans ma lune, si tu veux, à l'école. Moi, j'étais plutôt à bavarder au fond de la classe que sur les premiers rangs à répondre à toutes les questions. Bizarrement, je suis devenue enseignante et drôle, j'aime enseigner. Je pense que je suis plutôt bonne dans ce domaine. J'étais pas forcément la meilleure élève, j'étais pas une cancre, mais je faisais le strict minimum. On en a parlé un peu par rapport aux langues. C'est vrai que j'étais particulièrement nulle en langue. Il y a d'autres domaines où j'étais nulle. Alors là, aujourd'hui, tu es trilingue. Tu parles anglais, français, espagnol. Ouais.
Mais en fait, je me suis rendu compte aussi, le fait de vivre aux États-Unis, déjà, je me suis rendu compte que la façon d'apprendre les langues à l'école, c'est une catastrophe. À part pour les gens qui sont prédisposés à l'apprentissage en général, donc qui sont bons élèves, ça va bien. Pour tous les autres, c'est un apprentissage qui est à l'envers de la norme, en fait. Absolument. Donc, ce qu'il faudrait faire. Quand tu vis après en immersion, et puis moi, c'est la façon dont j'ai appris le français aux enfants en immersion. C'est-à-dire que tu commences d'abord par apprendre à parler et donc tu te mets dans un bain de langage. Ensuite, quand tu sais parler, tu apprends à lire et ensuite tu fais de la production écrite. C'est d'autant plus important en anglais où la prononciation est complètement décorrélée de l'écrit. C'est ça. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand tu te remets dans un processus finalement de l'apprentissage d'un enfant qui naît et qui apprend la langue, c'est un apprentissage beaucoup plus naturel. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de mettre du sens dans tout ce que je fais. Et je pense que ce qui, en partie, a joué dans mon éducation, les choses où j'ai bloqué, c'est quand je ne voyais pas de sens. Apprendre pour apprendre ne m'intéresse pas. En fait, j'aime apprendre quand on suscite ma curiosité, quand on suscite ma créativité, ou quand j'ai un but d'apprendre. Mais apprendre pour apprendre ne m'intéresse pas. Donc quand tu fais partie de ces gens-là, puisqu'on a tous des cerveaux qui fonctionnent différemment, même le mien fonctionne comme ça, forcément l'apprentissage à l'école en te disant parce que tu vas lire ça 50 fois, tu vas le retenir, chez moi ça ne fonctionne pas du tout, quoi. Donc ça n'a pas fonctionné. Hein. J'avais dû avoir 2 à l'oral en anglais au bac, tu vois. Ah, quand même. Quand je suis partie aux États-Unis, tout le monde était surpris que je parte sans savoir parler l'anglais. Donc, mais bon, pour moi, ça n'empêche pas non plus de partir. Après, j'ai beaucoup pleuré les 6 premiers mois parce que j'avais l'impression d'avoir 12 ans pendant 6 mois, quoi. Il fallait quelqu'un pour tout faire. Pour louer un appart, pour acheter une voiture, pour les assurances, pour la banque. Mais tu as quand même appris sur le tas, quoi. La nécessité fait que, en fait. C'est qu'à un moment donné, je n'ai pas parlé super bien l'anglais dès le départ. Mais en fait, la nécessité a fait que... je me suis mis... en fait, je pense que ton cerveau, à un moment donné, porte son attention sur ce dont il a besoin pour survivre, en fait. Donc, tant que j'avais des gens pour me traduire, etc., je me laissais porter. Et puis, au fur et à mesure, tu es quand même dans un bain de langue, même si moi, j'étais beaucoup dans du français, le fait d'être à l'école française. Mais à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai rencontré une amie que j'aimais beaucoup, qui ne parlait pas du tout le français. Mais je ne sais pas pourquoi je l'aimais bien. Je ne peux pas expliquer. J'ai eu envie de la connaître davantage. Et je pense que naturellement, j'ai fait beaucoup plus d'efforts et j'ai beaucoup plus appris. Et puis après, les voyages ont fait que renforcer mon anglais, puisque là, je parlais tous les jours, alors que quand j'étais aux États-Unis, finalement, je parlais beaucoup français dans la journée. Et voilà, et l'espagnol, c'est pareil, hein, c'est l'Amérique du Sud qui m'a permis de t'y mettre. Qui m'a permis de m'y mettre. Donc merci Caro d'avoir partagé tout ça, c'était excellent. Alors pour tous ceux qui sont encore là, qui font parmi des ultra motivés, tu leur as mis des étoiles dans les yeux, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour se mettre à voyager? Pour se mettre à voyager, j'ai envie de dire achète un billet d'avion, mets-toi dans des dispositions pour te libérer le plus de temps possible et puis pars, quoi. Enfin, tout est une histoire de décision. Tout est une histoire de décision. Quand on a décidé, on se lance. Le plus dur, c'est de prendre la décision. Le reste, c'est que du matériel, ça se met en place, on trouve des solutions. Merci. Et donc, tu peux nous rappeler le nom de ton blog? Mon blog, c'est Le Monde dans ma valise. Et on mettra aussi le compte TikTok quelque part, parce que d'ici à ce que la vidéo sera publiée, il sera créé. Il y aura, on l'espère, des millions et des millions de vues sur tes vidéos. Pourquoi pas? La prochaine fois qu'on se verra, ce sera peut-être pour TikTok. Merci à toi. Non, mais merci à toi surtout. D'avoir inspiré tout le monde avec tes récits de voyage fantastiques. Et bien sûr, tu nous as partagé même pas 5% des... Ouais, de toute façon, c'est difficile de partager en quelques heures, mais de partager 10 ans d'aventure. Donc là-dessus, si un jour j'arrive au bout de mes projets, j'aurai peut-être un livre qui sera terminé, parce qu'il est commencé depuis longtemps, mais bon... Excellent. Ouais, t'as le titre déjà? C'est Ma liberté. Oh, Ma liberté. Donc, Ma liberté, un jour peut-être en librairie, chers amis. Un jour peut-être. Merci, sait-on jamais. Caroline. Non, merci beaucoup à toi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça a tellement plu au chat qu'il est encore là.
Donc si tu es là, clairement tu as vu la longueur de l'interview, tu fais partie de la team des 2% les plus motivés. Je ne sais pas quel est le pourcentage exact de gens qui sont allés jusqu'au bout, mais je peux te dire que c'est une toute petite minorité. Donc bravo à toi, lâche un commentaire là juste en dessous en disant je fais partie de la team 2%. On va se reconnaître entre nous, n'est-ce pas? Et puis profites-en pour assassiner le bouton like parce que je pense qu'on est d'accord, si tu es toujours là, c'est qu'il y a une raison. Et je te pose la question, est-ce que tu connais quelqu'un qui a toujours eu envie de voyager comme ça pendant des mois, voire des années, sans jamais oser accomplir son rêve? Si oui, eh bien envoie-lui cette vidéo. C'est peut-être le petit déclic qui fera que enfin cette personne va se lancer dans l'aventure. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast des Rebelles Intelligents. En attendant, n'oublie pas, fais partie de ceux qui osent accomplir leur rêve. Ciao.